Eh bien, bonjour à tous. Salut les azimutés. Alors oui, comme c'est une chaîne, on passe principalement notre temps à dessiner une BD qui s'appelle Azimut. La communauté s'appelle les Azimutés. Alors aujourd'hui, c'est un stream important. Vous allez me dire, tous les streams sont importants. Et c'est vrai qu'il faut vivre chaque stream comme si c'était le dernier. Bonjour Gertrude Stein et bonjour tous les gens sur le chat. Mais aujourd'hui, c'est particulier. Vous le savez, depuis le mois de mai dernier, je stream 3 fois par semaine. Je réalise une bande dessinée en live tout en écoutant une vidéo consacrée à l'esprit critique ou à la vulgarisation scientifique. Mais depuis la rentrée, je reçois 2 fois par mois un invité en live pour parler de ces sujets. Le 26 septembre, on a reçu Shadowhond, un youtubeur spécialisé dans les néo-spiritualités, avec qui on a parlé d'islam. 15 septembre et 16 octobre, on a reçu Pascal Marchand, docteur en sciences de l'information et de la communication, et mon co-auteur pour Azimut, une histoire des idées scientifiques à l'époque médiévale, la BD que j'ai réalisée en stream. Mais aujourd'hui, nous recevons une figure importante de l'esprit critique en France, docteur en didactique des sciences. Il soutient en 2007 une thèse co-dirigée notamment par Henri Brock intitulée Pour une didactique de l'esprit critique, zététique et utilisation des interstices pseudo-scientifiques dans les médias. Et l'esprit critique, ou comme il aime l'appeler également, l'autodéfense intellectuelle, c'est également ce qu'il enseigne aujourd'hui à l'université Grenoble-Alpes. Alors, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de... il n'est pas là, je ne le vois pas. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Richard, mon voisin. Alors, Salut. qui devrait être là normalement. Et que... Moi, je suis là. Il est là. Ouais, alors, attendez. J'avais tout J'ai préparé. trippé ton générique. J'avais tout préparé et je ne le vois plus. Alors, attends. Comment ça se fait qu'on ne le voit pas là sinon, on va faire comme ça. Là, on ne le voit pas non plus. Attends. Bah, zut, alors. Ça, Tout marchait bien jusqu'à il y a 3 minutes. Ouais, mais j'avais peut-être pas testé comme il faut. Bon, on va faire comme ça à ce moment-là. Et là, on va bien le voir, ce Richard. Ah, c'est moi. Ah oui. Voilà, le voilà. Je lis un super livre. Regardez. Ah, super. Qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est un livre de J.B. Mébec. C'est un livre de J.B. Mébec, effectivement. Eureka, une histoire des idées scientifiques dans l'Antiquité, voilà, qu'on a réalisé avec Pascal Marchand. Et qui est sorti en 2003 déjà. Attends, j'essaie de te mettre en grand. Bon, bah du coup, je vais pas trop dessiner parce que, voilà, parce qu'on le verra pas, donc ça n'a pas grand intérêt. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est que tu sois là. Et j'ai toujours la réverb là. Non, heureusement, parce que j'avais mis de la réverb qui est un peu, voilà. Alors bon, bah, je suis contente de te recevoir aujourd'hui, ça fait plaisir. Bah, carrément. Je dis bonjour à tous les gens qui disent coucou. Là, moi, j'ai pas de compte Twitch, alors je peux pas répondre. Ah bah, tu peux répondre en live, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Shirkalala, bonjour. Claire Druez, salut. Marika Junistrum, salut. Gertrude Stein, Claire Druez, tiens, je la salut. connais. Eh oui, on la connaît. Lola Springwater, salut. Voilà, puis il y en a d'autres qui... Chandril22, bonjour à vous. Et merci pour Chandril22 pour le suivi, ainsi qu'à Zétético et Epsitmo, mais je suis pas sûr qu'il soit là. Voilà. Je baisse un peu mon micro, me dit-on que c'est un peu trop fort. Un peu trop fort. Vous me Ok, dites si ça va. d'accord. Alors, Je suis un vieux, moi, je sais pas faire ces trucs-là. tu parles. Alors, oui. Bon, alors pourquoi il y a une tortue? Pourquoi il y a des tortues qui mangent des hibiscus dans ton générique? Ça m'intrigue. Parce que j'aime beaucoup les tortues. Merci d'être avec nous. Merci. Alors ça, tu vois, c'est les voix de Guillaume Meurice qu'on entend. C'est parce que Nézégo nous a suivis. Eh bien, merci Nézégo. Voilà. Alors, parce que j'adore les tortues. On a 3 tortues dans le jardin, effectivement. Donc, pour le générique, ça m'a plu de mettre les tortues. Puis c'est joli quand elles mangent les hibiscus. Donc, voilà. Il n'y a pas de raison plus que ça. Hein. C'est mignon. Nézégo, c'est Géo, il dit, Nézégo. Tu connais un Géo, toi? Ben non, je crois pas, mais... Ah, et Chandril22 nous dit qu'elle est ravie d'être parmi nous et qu'elle fait partie de l'association Opinion sur rue. Voilà. Très bien.
Alors, Richard, donc déjà, j'ai pas dit de bêtises en te présentant la thèse, Henri Brock, tout ça, la zététique, l'esprit Non, critique, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. J'avais deux co-directeurs de thèse. Il y a un autre qui était Toubib, qui s'appelle Patrick Lévy. Ouais. Voilà. C'est vieux, hein. C'était l'époque où l'esprit critique n'était pas encore vraiment une discipline. Est-ce qu'elle l'est devenue? J'en sais pas grand-chose. Par contre, ce que je vois, c'est que beaucoup de travaux s'accumulent et que Ouais. ça devient de plus en plus copieux. Il y a une thèse encore récente, soutenue par Céline Schopfer il y a 3 semaines de cela, à Genève, qui est assez parfaite et qui montre que les contours de la pensée critique, c'est assez compliqué quand même. Je ne sais pas dans quoi on s'est Ouais. fourré avec ce sujet, mais bon. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais vu, alors c'était quelqu'un qui s'appelle Kevin De Chiche et qui est Mais oui, doctorant ou docteur sur Toulouse, là, d'une conférence. Et ça m'avait fait rire parce qu'il faisait donc une présentation au Rasoir Doc. Tu connais Rasoir Doc, hein? bien sûr. Voilà. Donc, Grande association. oui, superbe. On les salue s'ils sont par là et s'ils y sont pas, on les salue quand même. Donc, il faisait une conférence sur l'esprit critique et finalement, je m'étais dit, le mec, il a tellement d'esprit critique qu'à la fin, il s'est dit, en fait, l'esprit critique, c'est du bullshit, tu vois. Non, j'exagère, mais c'est compliqué à définir. Est-ce qu'on en a besoin? C'est pas sûr qu'on en ait tout le temps besoin. Enfin bon, c'est compliqué quand même, hein, comme tu disais là. Voilà, il y a c'est des aptitudes, c'est des compétences, c'est difficile à cerner finalement ce truc-là, non? Ben ouais, on sent qu'il y a un noyau, il y a un noyau dur intéressant et en même temps, on se rend compte de pas mal de limites. Il y en a une, par exemple, qui m'obsède, c'est le fait que quand on arrive à enseigner à des étudiants, des étudiantes ou à des apprenants un biais cognitif ou un problème particulier relevant de la pensée critique dans un domaine, on a vachement de mal à le transférer dans un autre. Ah Si tu oui. piges un problème en biologie, puis qu'après on te présente la même situation en sociaux ou en physique, on est à Ah ouais. l'ouest. C'est terrible. Puis en plus, c'est très. Je sais pas si tu as remarqué, mais nos rationalités, entre guillemets, elles sont très conjoncturelles. Ça dépend vraiment des moments, hein. Moi, l'année dernière, il y a un an, pile poil, là, je me faisais une pulpite dentaire, une des douleurs les plus. Merci Monumentales d'être pour avec nous. nous. Merci Delphine et Dola pour le suivi. Voilà. Et, et pendant la pulpite dentaire, je te jure, tu m'aurais demandé. Enfin, j'aurais coché tous les biais possibles et imaginables. La douleur, c'est un truc de fou, hein. Si on est Ouais. fatigué, on est moins rationnel. Si Ah ouais. on a des intérêts, si on est anxieux pour un gamin ou pour un proche. Hmm. Donc on n'est pas des machines Hmm. critiques, hein. C'est C'est très ça. variable avec le temps. C'est très variable avec l'heure. Si on Ouais. a faim, je suis sûr qu'on est moins bon. C'est Si on comme est la fatigué. bonté. C'est toi qui racontais cette histoire dans tes cours. Tu sais, il y avait des moines ou des petits séminaristes là qui étaient des apprentis curés. C'est pas toi qui racontais cette expérience? Ah, ça me dit rien. Je Ça te raconte dit plein de rien? trucs, mais Et, ça me dit rien. alors, je te raconte. Très bien. Vas-y. Puis on leur faisait un cours sur la bonté et tout. Donc c'était une expérience sociale un peu, hein, sur le fait qu'il fallait être charitable et tout. Et quand ils sortaient du cours, il y avait un pauvre air, là, un clochard qui était là, qui mourait de faim, qui était évanoui et tout. Alors tous les curés, tous les jeunes aspirants curés fondaient sur lui, s'occupaient de lui. Qu'est-ce que on peut faire pour vous? On va l'amener à l'hôpital et tout. Et ouais, s'occuper très bien de lui. Salam alaikum, salam shadoum. Mais quand c'était l'heure du repas et qu'ils avaient très faim, on avait remarqué que les moines filaient comme des flèches devant le gars, tu vois, et sans s'occuper de lui du tout, quoi, je veux dire. Donc, ça voulait dire que la bonté et l'aspect charitable, avec le même cours avant, étaient quand même très liés à leur estomac, tu vois. Donc, ça me faisait penser, je sens, ça me faisait penser à ce que tu disais. Ah, tu es gelé là, non? Allô, allô, Richard? Mon histoire le laisse complètement quoi, j'ai l'impression. Allô, allô? Ah, il est plus avec nous. Oui, il a l'air. Ah, putain. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Il n'est plus là. Ah, zut. Ben alors, on a testé son logiciel là, ça marche pas. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, attendez. Bah, pendant ce temps-là, ce que je vais faire. Comment je vais faire ça? Ah oui, c'était. Hop, là. F11. On va le mettre de côté. On va attendre qu'il revienne, parce que je suis sûr qu'il va revenir. Et là, je vais mettre la BD, mais quand même. Ah, Mais donc je voilà. suis là. Il est là. Ah, Mais bah, oui, je ne suis même pas parti.
Tu nous entendais? Bah ouais, j'entendais, ouais. Mais dans l'espace, on nous entend pas crier, je crois. C'est vrai. T'étais Là, frisé. il y avait une phrase d'un cas, je sais plus qui était l'auteur du milieu du siècle, là, qui disait je ne connais pas de gens qui, sortant de la pièce de l'avare, soient plus gentils en termes de pourboire avec la dame qui tient le vestiaire, tu vois. Ah oui, pour revenir sur mes trucs. Ouais, mais bon, quand même, là, bon, l'intérêt de l'expérience, c'était que ça variait vraiment en fonction de l'heure et Ouais. de la faim qu'ils avaient, quoi. Voilà. Donc l'esprit critique, si tu voulais, ça me faisait penser à ça, c'est un peu pareil. Tu es fatigué, si tu es pressé, si tu vas en avoir moins, quoi, c'est ça. Il paraît que ton micro est un peu bas. Ah oui, je l'ai un peu remonté, mais là, attends, si je peux le monter encore. Ça va mieux là? Tes sons Moi, d'alerte ça sont change je suis rien. trop. Ah non, ça c'est pas mon micro. Mon micro. Ah bah si, c'est le micro, ça. Ça c'est le micro. Et ah oui, parce que le. Attends. Toc. Bon, je suis un streamer quand Du même dimanche. expérimenté, mais pas trop. Voilà. Pas trop expérimenté. C'est mieux? Bon, écoute, parfait. Et voilà. Et les sons d'alarme sont un chouïa trop fortes. Ouais, alors ça par contre, là j'ai Je pas répète de. ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Je suis qu'un perroquet. Mais c'est ça qui m'étonne, c'est que normalement j'avais un truc spécial pour les sons d'alarme et je le vois plus là. Bon, on aime les audios, mais voilà quoi. Est-ce que je peux les couper? Bon, bah, je meuble en disant que j'ai Oscar à côté de moi, c'est mon squelette, Ouais, que j'amène dans mes thèses et dans les différentes thèses, histoire de. En fait, ça a une utilité pédagogique. En vrai, ça dédramatise la situation. Quand tu arrives avec un squelette, puis en plus, tu perds son fémur, tu perds un morceau, ça fait marrer aussi bien le jury que le jeune impétrant ou la jeune impétrante. Et hop, je recommande cette technique pour déstresser tout le on monde. va virer les oiseaux. Ils s'appellent tous Oscar, les squelettes, nous dit Cher Kalala, c'est ça? Mais oui, alors si ça se trouve, c'est une nana. Hein, mais il paraît que c'est Ah oui, facile de c'est reconnaître un vrai, c'est squelette vrai. de femme. Et encore faudrait-il s'entendre sur ce qu'on entend par le mot femme. Mais Ah oui. il faut regarder s'il a les ovaires, il paraît. C'est nul, ovaires. pardon. Ah oui, bravo. C'est vraiment Bravo. C'est navrant. On entend toujours les oiseaux. Bah, je sais pas comment les couper. Écoutez, voyons voir comment couper les oiseaux. Je me suis dit, il faudrait que je m'occupe de ça. Capture audio, entrée, c'est quoi ça? Non, ça c'est le son général, ça a tout coupé. Et normalement, j'avais un truc chat. Là, j'avais un son de chat. Bah, écoute, je sais plus où il est. Il va falloir faire avec. Je vais baisser ça. Tiens, peut-être ça va baisser. Écoute, oui, ton histoire de squelette me fait penser à Lucie, tu sais, qui s'appelle pas Lucie, là, tu sais, Oui, qui s'appelle Dick Nesh. Dick Nesh, voilà. Et parce que tu racontais ça que en fait, dans un cours, en fait, oui, parce que c'était, comment il s'appelle, le gars qui l'a trouvé, là? Non, celui qui prétend l'avoir trouvé et qui s'attribue le mérite, au moins en France, c'était Yves Coppens. C'était Yves Coppens, voilà. Et qu'en fait, Ouais. c'était pas lui qui l'avait trouvé, mais parce qu'il n'était pas sur place, donc c'était ses équipes. Mais en fait, c'était pas non plus ses équipes, c'était des doctorants du pays où c'était. C'était en Éthiopie, non? C'était Ouais, c'était en Éthiopie, en ouais. Éthiopie. Puis en fait, Ouais, c'était pas bravo. même pas les. C'était un obscur stagiaire éthiopien dont personne n'avait retenu le nom, quoi, parce que voilà. Et par contre, on colle un nom bien, bien européen, tu vois, sur Voilà, ce pauvre squelette voilà. qui avait rien demandé. Bon. Alors, l'esprit critique et l'autodéfense intellectuelle, c'est la même chose ou pas finalement? Ah, Parce c'est que le genre de toi, question ah, à la con, question à la con. à laquelle je sais pas vraiment répondre. Je dirais que dans l'autodéfense intellectuelle, ce que j'aime bien, c'est la posture. Puis j'aime bien aussi revendiquer l'héritage de Noam Chomsky, qui proposait ce terme il y a au moins 40 ans déjà, qui disait d'ailleurs qu'il serait intéressant que les universités se dotent de cours d'autodéfense intellectuelle, parce que c'est là que se fabriquent les principaux euh, les principaux rouages des propagandes modernes. Je crois que c'était comme ça qu'il le disait. Hmm. Donc j'aimais bien cette notion, tu vois, cultiver une sorte d'art martial, d'aïkido, tu vois. Ouais. C'est pas agressif, mais c'est Ouais, c'est défensif, ça. quoi. Pas absorber tout cru, n'importe Merci quoi. d'être avec nous. Eh bien, merci à Pino Box, non, Pixnob pour le suivi. C'est très gentil. Et bonjour à Pêche au Canard également. Ouais. Et tout ça, il y a une question que je voulais te poser aussi parce que sur ces notions-là d'esprit critique, autodéfense intellectuelle, je vois bien, il y a un aspect sport de combat comme la sociologie un peu, ce qui est rigolo.
Et Tu la fais référence zététique. à Pierre Carl, son film La sociologie d'un sport de combat qui portait sur Bourdieu, je crois que c'était en 2003 ou 2004. Oui, il me oui, semble. c'est un vieux Ouais. truc de boomer, ça. Ouais, ouais. Mais c'est bien, hein, ça vaut le coup de voir ça. Hein. Ah oui, 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 c'était un bon. Oui, oui, on incite tous les gens du chat à aller le voir. Ouais, c'était un bon film. Ouais. Et la zététique, alors, donc pour revenir au début de la discussion, c'est Henri Brock qui l'a remise au devant dans les années 80. Il a réexhumé ce mot qui est un vieux mot de l'Antiquité, en fait, c'est ça? Ouais, 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 tout à fait. Il n'est pas le seul à avoir fait ça. Il y a eu un peu concomitance avec un autre gars qui s'appelait Marcello Truzzi, Ouais. qui est un peu plus oublié, au moins en France, et puis qui était un sceptique relatif, on va dire. Mais oui, le mot, il a existé pendant des siècles, hein, mais c'était un mot un peu empoulé, tu vois, c'était un truc de niche. Hmm. À l'origine, ça voulait dire qui examine, zététikos, qui examine, qui Ah perce ouais. la raison des Ah oui, choses, un c'est truc ça. comme ça, tu vois. Hmm. C'était des sceptiques qui défendaient ça à l'époque grecque, qui étaient des sceptiques assez radicaux, hein, qui pensaient que Ouais, on Nicolas pouvait. Martin du Rasoir Doc, encore une fois, nous avait fait toute une conférence sur Pirondelis. Donc Mais c'était. oui, Voilà. Piron, le vieux Piron. Je sais pas, il avait dit qu'il passerait dans le chat, mais peut-être qu'il n'aura pas eu le temps. Piron Euh, d'Hélice ou Nicolas Martin? Pirondelis, ouais, bien sûr. Pirondelis. L'âme de Piron. Voilà. Et donc, ouais, c'était le gars, on raconte qu'il rentre, quand il voyait un arbre, il se détournait pas parce qu'il disait on n'est pas sûr de l'existence de l'arbre. Exactement. Et l'histoire Ouais, dit qu'il se serait payé l'arbre. Mais bon, c'est Sextus Empiricus qui raconte ça, et c'est pas archi clair, ouais, quoi. ouais. Je pense que c'était pour se foutre un peu de sa gueule. Bah, de toute façon, toutes les histoires de ces époques-là qu'on a, c'est souvent écrit des années après par soit des disciples, soit des ennemis jurés qui écrivent les histoires pour se foutre de la gueule des gens. Et Pascal Marchand raconte toujours qu'il y a plein de gens dont on connaît les existences que par les critiques d'Aristote qui en disaient du mal, comme Démocrite qui a inventé les atomes, enfin qui pensait. Et en fait, on le connaît que par Aristote qui disait mais c'est n'importe quoi cette histoire d'atomes et tout. Donc voilà, moralité, quand on critique quelqu'un, il faut faire attention parce que peut-être qu'il va passer à la postérité uniquement grâce à notre critique. Je reviens sur la zététique. Je suis sûr qu'il y a une question qui te brûle les lèvres, c'est pourquoi je revendique plus terme. Je me trompe? Alors, c'était une des questions suivantes, oui, exactement, bien sûr. Non, mais t'es pas obligé, je te l'ai même Si, pas si, posé. bah, il n'y a pas de Attends. question, y a pas de question mauvaise, il y a que mes réponses qui peuvent être insuffisantes. Mais Non, non, en fait, c'est pas vraiment. Enfin, j'ai, ouais, bah, disons que vas-y. je te donne quelques billes. Non, mais j'aime J'ai- bien parce que tu me dis, je suis sûr que tu veux que je te pose tu veux me poser cette question. Alors moi, je dis oui, puis toi, tu fais, c'est vraiment une question à la con. C'est ça, c'est de la mise en scène. Non, c'est pas une question à la con, c'est pas ça. C'est que elle est assez conjoncturelle, puis elle m'appartient à moi, si tu veux. Je sais pas si elle peut s'élargir à d'autres personnes. Néanmoins, Non, mais c'est intéressant, même si elle ne s'élargit qu'à toi. Hein. ouais, je vais essayer de dire des trucs pas trop débiles. Euh, j'ai bien défendu quand même le terme depuis le début. Hein. Je veux dire, je pensais que cette démarche, elle faisait sens, surtout à l'époque paranormaliste. Henri Brock Ouais. a commencé par ça, hein, par les fameux suaires de Turin, Saint-Janvier et autres miracles. Et puis, progressivement, entre autres à cause de moi, mais à cause d'autres collègues à moi, on a élargi un peu le cercle des sujets de considération Mhm. parce qu'on voyait bien que c'était très poreux entre, tu vois, les lectures miraculeuses, t'en viens finalement à la question des thérapies. Donc, on aborde les thérapies, on aborde certaines pseudo-disciplines, Mhm. et puis on a élargi de plus en plus large le spectre de la critique. Et c'est vrai que les turiféraires de l'ancien temps ont du mal des fois à reconnaître la zététique à proprement parler. Et puis surtout, il arrive un moment où on se rend compte que aussi bien dans le choix des sujets qu'on prend, aussi bien dans le fait d'avoir des postures progressistes dans la déconstruction de certaines choses, euh, bah pour certains anciens, ça leur fait bizarre que la démarche ait pris un tour politique. Et moi, je m'en réjouis, hein, parce que je pense que toute démarche intellectuelle est politique en soi. Quand tu parles Et d'anciens, tu parles d'anciens de quelle époque je pense de tous les anciens des années 80, des années Ouais, c'est ça, ouais. 90, D'accord. mes premiers collègues. Quoi. Mhm. Donc, certes, pas tous, hein, mais certains sont restés très nostalgiques de ce temps-là, où il y D'accord. avait une sorte de zététique un peu neutre, ce qui est un leurre total, puisque la neutralité Mhm. n'est pas de ce monde, surtout dans nos sujets. Et, et de toute façon, l'enseignement à part entière, il est progressiste. On part du principe quand même que
on sera mieux après enseignement qu'avant. La population sera certainement plus à même de s'outiller et de se défendre avec de l'enseignement. Donc, en fait, l'enseignement, c'est déjà un programme politique en soi, donc la zététique aussi, finalement. Et non, ce qui m'a le plus ennuyé avec ce mot, c'est que déjà, la définition épistémologique, elle n'est pas archi bien ancrée dans le sol, ce qui fait que tout le monde peut tirer un peu dans sa direction. Et à la fin, tu te rends compte que même des gens... Alors, on avait déjà vu des spectres comme ça. Hein. Je me rappelle d'une époque où Paul-Éric Blanc-Rue, par exemple, menaçait de procès. Il y avait des gens qui revendiquaient la zététique à des fins plus ou moins révisionnistes, tu vois. Et là, tu te dis, c'est bizarre quand même. Et là, ça aurait peut-être qu'on a manqué de je sais pas, de vigilance ou d'attention à ça. Et à la fin, ça te donne une zététique un peu appauvrie, un peu sans dents. Et ces critiques, je les faisais déjà il y a une dizaine d'années. Et puis là, ce qui m'a vraiment mis le bourdon, c'est que alors qu'on avait tout fait pour faire émerger ce terme, maintenant tout ne tourne qu'autour de ce qu'est la zététique sur les réseaux vidéo propriétaires comme YouTube. Donc moi, j'en ai un peu marre quand je suis à la fac, tu vois, dans mes amphis, de devoir justifier ce que des youtubeurs font. D'accord. J'en ai un peu marre, surtout que le ton, tout le monde n'est pas à la même eau, hein, mais le ton, il est pas toujours au rendez-vous. La rigueur n'est pas toujours au rendez-vous. Je m'y reconnais plus, tu vois. Je me reconnais plus vraiment là-dedans. Donc, j'ai vraiment tenté de le défendre, ce mot, mais j'en ai trop marre de justifier les activités des autres, quoi. C'est Christophe Michel qui a un peu le hygiène mentale, quoi, qui était un peu qui était un peu désolé aussi qui a lui monté des communautés YouTube, enfin sur les réseaux et tout, qui avait un peu ce même constat un peu amer sur ce que c'est devenu la zététique aujourd'hui sur YouTube, par exemple, quoi. Voilà. Donc, on se rejoint là-dessus. Hein. En plus, Christophe, il a fait deux choses chouettes, je trouve. C'est déjà, il a bien fait attention à ne pas rester que sur YouTube et à dupliquer sur des réseaux libres comme Peertube, ce que je trouve absolument génial. Et c'est hyper important. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne s'est jamais astreint à un rythme lui permettant de surnager dans les algorithmes. Et il produit quand il veut, quand il peut, quand il a le temps. Ce qui fait que, bien sûr, c'est pas toujours parfait, mais la perfection n'est pas de ce monde. À part toi, JB, personne n'est parfait. Et toi aussi, Richard, bien sûr. Ah, moi aussi. Ah oui, on est deux. Oui, et les gens dans le chat aussi. Ah oui, les gens du chat aussi, ils sont parfaits. Et je sais même plus ce que je disais. Je disais quoi? Je disais qu'il ne s'astreignait pas à ça. Et donc, ce qui fait que, oui, il n'est pas soumis au flux des modes. Et puis, il est scrupuleux, quoi. Quand il se trompe, il revient dessus. Vraiment, je l'aime bien, Christophe. Alors, dans le chat, on a des remarques. Shadow, on trouve qu'un obscur stagiaire éthiopien, c'est un peu limite. Bon, écoute, je ne sais pas. Je pense que c'est... Non, alors, c'est pas très clair parce qu'ils n'ont pas gardé bien trace de ça. En fait, il y avait deux doctorants, mais j'ai oublié leur nom. Il y avait un doctorant éthiopien et un doctorant états-unien qui était dirigé par... j'ai pas révisé, moi. Vous êtes marrant, vous. Peu importe les noms précis. J'ai oublié son nom, à celui à qui le reste du monde prête la découverte. Alors après, si on est précis sur Coppens, en soi, il a le droit de revendiquer la paternité de la découverte, la copaternité de la découverte, à condition déjà de dire qu'ils sont plusieurs, de ne pas évincer les doctorants, à plus forte raison de ne pas évincer les doctorants africains, ce qu'on a largement coutume de faire. Mais moi, là où je lui en veux le plus, c'est à Yves Coppens. Bon, il est décédé maintenant, il paraît que mourir, ça excuse tout. Mais il inventait l'histoire du fait d'avoir nommé Lucie à cause de la chanson. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Le mec n'était pas sur place, quoi. On en est sûr. Ça. Je le sais parce que j'ai contacté les mecs qui étaient sur place. Et ils m'ont raconté, Yves Coppens, il racontait dans les médias parce que c'est beau, mais il n'était pas là. Donc il te raconte la larme à l'œil, la goutte au nez. Il n'était pas là, le mec. Ça, j'aime pas trop. Parce que si on accepte, tu vas me dire, c'est un détail peut-être. Mais déjà, ça lui a agrégé du capital symbolique plus ou moins indu, tu vois. Et puis, parce qu'il était financeur cofinanceur de l'expédition, tu vois. Donc, ça lui donne le droit de revendiquer. Mais je trouve que ça lui donne un crédit indu, un peu indu. Et puis, je trouve que si on invisibilise les autres, quoi, aussi. Puis, si on accepte que des gens remanient l'histoire à leur propre intérêt, si tu veux, qu'est-ce qu'on répond à Stéphane Bern, à Laurent Deutsch, à
à Ah, Éric Zemmour, à tous les gens qui Macron, vont bricoler Trump. l'histoire à leur propre fin. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, Libre Sceptique qu'on salue et qui est dans le chat aussi. Donc, j'imagine que c'est quelqu'un qui est sur Skepticon. Donc, j'en profite pour signaler que toutes les vidéos de cette chaîne se retrouvent aussi après sur Skepticon, hein. Donc, si vous êtes libriste, il y a moyen de les voir aussi. Génial. Ah, ça fait longtemps que je suis sur Skepticon, en fait, hein, mais bon, Bravo. sans vouloir me vanter. Alors, Pêche au canard nous dit, il n'y a pas le même genre de choses avec Martial. On connaît des gens ou des phénomènes grâce à ces épigrammes. Ah oui, c'est quand on parlait d'Aristote qui avait fait connaître Démocrite uniquement par ses critiques. Mais alors, Martial, je ne sais pas qui c'est. Personnellement, je confesse mon inculture. Je ne sais pas. Mais de toute façon, le problème des sources en histoire, c'est quelque chose d'assez Mm. connu et crucial, hein. Souvent, Ouais. les guerres sont souvent narrées par les vainqueurs parce que les vaincus sont morts. Tu vois. Eh oui, c'est ça le problème des vaincus. Et puis, il faut avoir la trace écrite. Les peuples qui écrivent pas ou qui écrivaient pas, eh ben, ils laissent pas beaucoup de traces. C'est une tradition orale qui se déforme. Mm. C'est compliqué, hein. Il y a une question en dessous, j'ai vu. On en est sur la croyance aux pseudosciences. C'est plus répandu, moins répandu, pareillement répandu par rapport aux années passées. Très franchement, Ah je oui. pense qu'on ne peut pas répondre à ça. Ça dépend tellement du type de. Alors, déjà, il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par pseudosciences et les critères. La discussion des critères de démarcation, ça fait 40 ans que tout le monde s'empaille sur le sujet. Mm. On se demande si on pourra un jour asseoir une vraie définition. Des pseudosciences. Ouais, et puis, mais quand bien même on pourrait, mettons, faire un petit consensus sur une discipline qui se drape dans des oripeaux de la science sans s'en donner les moyens. Euh, leur nombre varie, il fluctue. Il y a des gens qui adhèrent à des trucs, pas à d'autres. C'est très topique, c'est très dépendant des endroits. Ouais. C'est dépendant des modes. Il suffit d'un boom, il suffit de la révélation des pyramides de documentaires et hop, tu as un boom sur la pyramidologie qui était un peu passée de mode à un moment donné. Mm. Est-ce que c'est plus répandu? Franchement, je ne saurais dire. Alors, le milieu sceptique aura tendance à amplifier le constat, peut-être par intérêt, hein, à se dire mon Dieu, il faut qu'on se défende car la marée des pseudosciences augmente. Mm. Franchement, je ne sais pas. Sur 25 ans passés là-dedans, je trouve ça à peu près constant, moi. Mais j'ai le filtre de mes interactions avec un public et puis les proches qui vivent dans une société bien particulière, tu vois. Ouais. Si ça se trouve, tu vas en Afghanistan ou tu vas à l'île de la Réunion ou tu vas au Venezuela, ça donne pas, ça donnerait Ah pas les ouais, mêmes bien sûr. résultats. Par contre, ce qui est certain, c'est que maintenant la pseudoscience, elle arrive directement dans ta poche en flux tendu Oui, c'est ça. Ouais. et avec un temps de traitement qui est accéléré par rapport à avant. Avant, tu lisais Le Matin des magiciens Ouais. de Powell Ouais. et tu passais 20 heures dessus. Ouais, Puis là, ouais. tu lis un fil sur X ou tu regardes une vidéo Instagram et hop. Moi, il y a un sujet qui me préoccupe plus que qui rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur dans quel est-ce qu'il faut circonscrire la zététique à une sphère ou quoi. C'est la politique. Parce que là, alors, vaste sujet, tu vas me dire. Mais là, par contre, j'aime bien écouter Clément Viktorovitch. Je ne sais pas si tu l'écoutes. Et là, il y a une inflation des contre-vérités, des mensonges et même ce qu'il appelle, je ne sais plus comment il appelle ça, un nom pour dire en fait, tu dis le contraire de la vérité, c'est même pas des mensonges, tout le monde sait que c'est faux, mais c'est pas grave, tu le dis quand même, mais en fait ça passe et petit à petit ça persuade les gens. Trump fait beaucoup ça. Et il a écrit un bouquin qui vient de sortir où il dit que Macron fait beaucoup ça, voilà. Et alors, ma question, ça serait, est-ce que la zététique peut s'attaquer à ce genre de problème, tu vois? C'est pas forcément l'homéopathie, l'acupuncture, les ovnis et les crop circles que tu as. Est-ce que la zététique est un outil adapté pour s'occuper des mensonges, des contre-vérités ou de manque de rationalité de la politique finalement? Bah, moi, j'ai envie de te dire que a priori, oui. Enfin, il n'y a rien qui s'oppose à faire ça, hein. Décortiquer des énoncés qui ont l'air vraisemblables et qui s'érigent comme pouvant dire quelque chose de concret sur le monde, bah, ça passe dans le spectre de ce que la démarche critique est censée évaluer. Ouais. Je trouve qu'un énoncé politique, c'est un peu du même registre qu'un énoncé de type thérapeutique. Tu te dis, bon, bah, c'est quoi la vraisemblance? Qui le dit? Pourquoi? Quand? Quels sont
les faisceaux d'intérêt qui peuvent jouer dessus. Non, je trouve que le problème, il est plus épistémologique derrière. C'est-à-dire que, pour utiliser un mot un peu savant, épistémologie, c'est la branche de la philo des sciences qui travaille sur qu'est-ce que c'est qu'une science et qu'est-ce qui n'en est pas. Ceci étant, c'est pas grave que quelque chose ne soit pas la science. Toi, quand tu fais une BD, quand tu dessines Hypatie, tu tiens pas à la vraisemblance historique de son visage. Quoi. Eh ben, j'aimerais bien, mais il n'y a pas de source. Il me semble qu'il n'y a pas de visage du tout de Hypatie. C'est ça. Ah oui, Hypatie, on a des représentations, mais elles sont tardives, c'est pareil. Hein. Et le problème épistémologique, c'est que, et c'est pas nouveau quand on parle du concept de post-vérité qui est venu nimber les propos de Donald Trump, Bolsonaro et d'autres. En fait, c'est pas nouveau. Le sabotage de la preuve a toujours été le statut de la preuve. Je crois que c'est le truc fondamental. Comment on construit une preuve, même si elle n'est pas complète, tu vois, même si elle est parcellaire. Comment on construit une preuve pour se convaincre de quelque chose. Et si on sabote le statut de la preuve, tout devient bon, tout devient relatif, tout devient nivelé au même niveau. Donc une vérité et une contre-vérité. On sabote le statut de la preuve, ça veut dire on fait pas très attention ouais, enfin on fait pas très, on se donne pas beaucoup d'efforts pour prouver que c'est vrai, quoi. C'est ça que tu veux dire par saboter le statut de la preuve? Alors je ne dirais pas comme ça parce que je trouve que c'est quand même pas, c'est pas très sympa et pas très loyal, je trouve, de faire reposer la responsabilité d'absorber une couleuvre au public, quoi. Les gens qui travaillent, les gens qui n'ont pas le niveau de formation qui leur permet de décortiquer un énoncé, les gens qui n'ont jamais fait d'études politiques ou rien, on ne peut pas leur faire reposer dessus la responsabilité de se faire ah oui, non, gober une sornette. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que la lutte contre les fake news, c'est un petit peu... je ne veux pas déprimer, mais je crois que c'est un peu un non-sens, que déjà fake news, c'est une notion qui est trop nébuleuse, voilà. qui recouvre trop de choses différentes pour être appréhendée telle qu'elle. Voilà, tu l'expliques un peu dans ce petit livre-là. C'est vrai. Ah, ça c'est un placement de produit, dis donc. Voilà, petit livre. C'est ton dernier livre d'ailleurs, hein, aux éditions. Ouais, c'est un petit livret fait à la Martinière, très sympa. C'est une collection très, très sympathique. Ah oui, c'est à destination des ados essentiellement. C'est ça, je vois, à partir de 15 ans. Dès 15 ans. Enfin, on peut le lire plus jeune si on veut, ou plus vieux, hein, mais oui. Ah, il y a des petites blagounettes dedans. Mais oui, j'essaie d'expliquer pourquoi déjouer les fake news, faire reposer l'idée que ce sera à l'individu de se défendre. Je pense que c'est mal cerner le problème, quoi. Le problème, il faudrait le prendre de manière systémique et plus vaste, quoi. Je pense qu'il faudrait museler dans une certaine mesure certains réseaux sociaux. Disons qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, parce qu'il y a des fake news qui ont quand même la vie vachement dure et qui sont dits par des hommes politiques ou des femmes politiques qui devraient quand même dire un peu la vérité. Enfin, on attend d'eux quand même qu'ils disent pas que des conneries et qui sont repris par les journalistes ou pas démentis. Par exemple, quand on nous sort des histoires de submersion migratoire, on nous dit souvent qu'il y a des... Tu vois, je prends celle-là parce qu'elle est quand même importante, quoi. Moi, ça m'ébahit à chaque fois quand on dit qu'il y a beaucoup d'étrangers, qu'il y en a de plus en plus et que c'est vraiment un problème. Alors que, il y a des étrangers, oui, il y en a, peut-être ça augmente un peu, mais enfin, si on regarde bien, il n'y a pas du tout, ça pose pas tellement de problèmes, quoi. Il n'y a pas de problème migratoire, tu vois. Et ça coûte pas d'argent. Alors, je voudrais pas faire un édito ou voilà, mais c'est des faits en fait. La recherche dit que la migration en France, le coût est marginal ou même ça rapporte de l'argent, tu vois. Donc, et on nous dit l'inverse. Alors là, c'est pas aux gens. Enfin, je veux dire, on les bombarde tellement de ce genre d'informations que forcément, ils le croient. Surtout que c'est des journalistes ou des hommes ou des femmes politiques qui leur disent ça. Donc, quand on te dit ça, donc c'est vrai que ça serait plutôt aux journalistes ou aux hommes politiques de faire ce boulot-là, quoi. Mais bon, si ça rentre pas dans leurs intérêts, c'est compliqué. En plus, il y a des phénomènes de désyncrétisation de l'info, tu vois, on ne te redonne pas le cadre dans lequel s'inscrivent ces politiques migratoires. Il suffit d'agrandir sur 200 ans pour voir les politiques migratoires, qui c'est qui les a décidées, comment, pourquoi, comment on a fait venir de la main-d'œuvre bon marché et corvéable dans des conditions souvent absolument dégueulasses. Et c'est souvent les gens des mêmes bords politiques
qui s'en plaignent maintenant, tu vois. Ouais. C'est Ah bah je trouve ça d'ailleurs, assez à ce sujet-là, tous les jeudis, donc je dessine en passant des vidéos, et le jeudi, c'est François Héran au Collège de France qui nous parle de colonialisme et migration. Et on voit effectivement des choses. Par exemple, là, on était sur la BUMIDOM, donc c'est le bureau de la migration des DOM. Donc tu vois que les mecs font venir des gens des DOM-TOM pour les faire travailler en France parce qu'ils trouvent qu'il y en a trop là-bas et pas assez là. Et puis en France, ils sont très maltraités, ils n'ont pas de logement, on les traite comme des bougnoules, on leur dit bougnoules alors que c'est des Français en fait. Et bon, de toute façon, il n'y a pas à dire ça évidemment. Mais voilà, donc effectivement, c'est les mêmes qui vont nous dire qu'il y a trop d'étrangers aujourd'hui. Voilà. Bon. Donc effectivement, ça vaut le coup de. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit Il y a plein de questions, mais je veux juste glisser un truc. Oui, Il faut- Tu vois, de la même façon que d'habitude, je prends le temps de donner mes liens d'intérêt. Et je ne l'ai pas fait aujourd'hui, donc je vais le faire. Les oui, liens d'intérêt, tu sais, quand on bosse, surtout moi qui bosse dans la santé, enfin, essentiellement dans la santé en ce moment, c'est toujours bien de savoir si la personne qui te parle, elle a un lien avec Sanofi, Boiron, ou quoi que ce soit. Donc moi, c'est facile, j'en ai pas de lien d'intérêt, mais je tiens à les déclarer. Les médecins sont obligés de le faire. Moi, je suis pas obligé, mais je trouve que ça serait bien que toute personne qui fait profession intellectuelle soit obligée de donner ses liens d'intérêt. De même, quand on parle de politique, je trouve aussi dans les bonnes pratiques que de situer d'où l'on parle. Et donc, je ne sais pas si ça vous a échappé, ça m'étonnerait, mais je suis plutôt progressiste sur le plan des mœurs. Voilà, donc je hmm. suis sur un spectre très progressiste, on va dire. Donc peut-être que ça peut biaiser mes appréciations. Mais j'en reviens juste sur ce que Mais tu disais c'est sur pas, c'est pas un est-ce que lien c'est ressort d'intérêt, ça. des politiques, et je fais le lien avec les liens d'intérêt, c'est que il faut bien se rendre compte qu'un homme ou une femme politique, euh, l'essentiel pour lui, c'est pas tant de dire les choses qui ont l'air vraies sur le monde que de ce qui va lui permettre de maintenir son statut ou d'être élu. Oui, Donc là-dessus, il y a un méga lien d'intérêt à ouais, chaque c'est fois. ça. Donc, donc tu peux proférer une énormité comme, je sais pas, on vend pas d'armes à l'Arabie Saoudite alors que les preuves ont été accumulées par Anne Poiré et par plein de gens. Hmm. Macron peut annoncer ça fièrement. De toute façon, le temps que, tu sais, c'est la loi de Bandolini, Bandolini. quoi. Le temps Ouais, d'énoncer ça, toi, tu vas devoir bosser 6 mois pour ouais, prouver c'est qu'il a ça. tort. Tu vois. Et t'as pas le temps. En fait, il y aurait une solution, peut-être, ce serait de tirer au sort les hommes et les femmes politiques. Mais ça, c'est un Ah autre oui, sujet. oui, ça, je suis d'accord aussi. Mais ça serait aux journalistes peut-être de faire ce boulot-là quand même, non? Bah, je trouve aussi. Hein. Mais après, tu sais, il y a il y a pas mal de problèmes dans le journalisme. Il y a des problèmes qui sont pas propres aux individus, mais propres au système. La presse, elle est quand même. Enfin, on a une concentration des pouvoirs en France que nous envieraient certains pays Ah ouais. d'Afrique, dont on se moque généralement pour la centralité de leur presse. Tu vois. Nous, on a 10 grands patrons, souvent bien ancrés dans le champ conservateur, qui possèdent un nombre absolument incommensurable de productions écrites. Donc ça, c'est Hmm. le premier problème. Et les professions journalistiques, elles sont super mal payées, on leur donne pas beaucoup de temps, ce qui fait que quand bien même elles le voudraient, le temps d'enquête nécessaire, elles l'ont pas, tu vois. Et on leur demande beaucoup, tu vois. Alors des fois, il y a vraiment des manquements carabinés. Ouais. Mais c'est là où moi, ce qui me tragique, je sais pas si ça se dit, mais j'aime bien. Ce qui me tragique un peu, c'est que les rares presses d'investigation qui sont lentes, bah, elles ont un coût. Et Hmm. malheureusement, bah, on a tendance à préférer les fils de nos réseaux sociaux et des manchettes rapides, quoi, et pas C'est ça. souscrire à, pas, pas payer, quoi. Mais malheureusement, savoir coûte, comme disait Bah, il y a Ignacio Raponet. bah, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a une presse indépendante qui fait un peu le boulot quand même. Bah, Mediapart, Blast, Arrêt sur Image, tous ces gens-là, le Canard, Plan, plein, voilà. plein, ouais. Mais Mais elle est c'est des connue, gens qui ouais. ont moins d'argent que ceux Bah, c'est clair. Et justement, c'est pas un problème d'argent, puisque ceux qui ont de l'argent font pas le boulot et ceux qui en ont pas le font. Tu vois. Je remonte le fil des questions. Ouais. Il n'y avait pas un problème avec l'islamophobie dans certaines branches de la zététique. Bon, il y a eu tellement de branches de la zététique. Je veux dire, il y a même un Olibrius qui a créé une branche soi-disant serbe. Ah oui? Lui, il est extraordinaire. Mais bon, je n'ai pas vu lui faire plus de promotion que ça, parce que vraiment, je trouve que c'est le caniveau du monde de la vidéo. Si les pseudosciences sont plus accessibles, l'esprit critique aussi, je pense, peut-être pas dans les mêmes proportions. Oui, il y a une forte composante athéiste militant. Dans la sphère sceptique, oui. Alors, je ne sais pas ce que fait Thomas Durand sur TikTok, donc je ne saurais pas me prononcer là-dessus.
Par contre, l'athéisme militant, oui, bah, on a eu. J'étais d'ailleurs influencé à l'époque par ces gens. Il y a eu les fameux 4 cavaliers de l'athéisme. Mhm. Christopher Hitchens, qui est mort en 2011, le journaliste. Richard Dawkins, qui est toujours en vie. Ah oui. Daniel Dennett, qui est mort l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Mhm. Et le dernier, c'est qui? C'est Sam Harris, je crois, le philosophe moral. Et à mon grand désespoir, alors je ne sais pas si le paramètre c'est l'âge, mais ce sont des gens qui, alors je ne sais pas pour Daniel Dennett, puis Hitchens, il est décédé d'un cancer du pancréas, si j'ai bonne mémoire. Ah oui. Donc il n'a pas eu le temps de devenir vieux, et donc il n'a peut-être pas eu le temps de devenir complètement réac, mais ils ont tous vrillé réac, Ouais, transphobes, Dawkins, il a bizarres. eu des. Oui, il y a eu des. On l'a accusé d'antisémitisme, non, c'est lui ou Qui, Dawkins? Dawkins, ouais. Non, c'est pas lui. Moi, j'ai surtout vu des saillies transphobes tout à Ah fait ouais. Ah, d'accord. Ok. stupéfiantes, Non, quoi. mais je voudrais pas, ne retenez pas ça parce que je suis pas sûr à 100%, et si Richard ne le valide pas, c'est Non, peut-être faux. ça me dit rien, mais peut-être que je suis passé à côté. Je t'avoue, je suis pas leur actualité. Ouais, Ils ouais, me saoulent, ces gens. J'aime leurs œuvres d'avant, tu vois. c'est ça, voilà. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé d'être athée pour défendre l'esprit critique. Il y a des gens qui font ça très bien, hein. Je pense à des travaux comme moi, un de ceux qui m'ont le plus épaté, c'est Stephen Jay Gould, le biologiste. Le mec, il a réussi à faire des bouquins de biologie absolument extraordinaires, super bien écrits, géniaux, tout en conservant une foi Ah oui, à part. Et tu vois, il rentrait chez lui. Enfin, je trouve que avoir la foi, c'est pas l'ennemi de. Le c'est tout, c'est de ça. savoir quand c'est que notre foi agit, quoi. Et si elle Hmm, agit au moment où on énonce des du, on prétend énoncer du savoir collectif, là, il y a un problème. c'est Mais si ça. c'est chez toi, si c'est chez moi, et qu'on n'emmerde pas les autres avec, et qu'on les fait pas souffrir, Oui, bah, oui, moi j'ai bien la foi en l'humanité, tu vois. Non, franchement, c'est douteux, quoi. ouais, oui, elle nous aide pas à avoir foi en elle, on va dire. Il y a quelqu'un qui dit: es-tu amené à travailler dans les formations de journalistes maintenant que les journaux se sont créés des services de debunk? Je collabore assez souvent avec des stagiaires journalistes, mais je ne suis jamais allé dans une école de journalisme. Je crois que j'ai dû aller dans pratiquement toutes les institutions. Il me manque l'IRA, là, les affaires publiques, et j'y serai à Lyon dans 2-3 semaines. Mais bah, non, non, les écoles de journalisme jamais ne m'ont Merci. intéressé pour quoi que ce soit, et peut-être que j'ai manqué de. Ah oui, elles t'ont pas appelé, ouais. Hmm, Bah non. d'accord. Mais tu sais, une des réactions souvent qu'il y a eu quand je proposais vaguement mes services, Hmm, le plus fort, c'était certainement dans les anciens IUFM, appelés ensuite ah oui, SP, puis INSPE, là où on forme les ouais. gens pour le certificat d'aptitude et les agrégations et les professorats des écoles, tout ça. Alors, c'est des endroits où on sait que le niveau de croyance dans des trucs bizarres, et il score assez haut. Quand je proposais de venir proposer des contenus de pensée critique, ça m'arrivait quelquefois, la réaction, elle était toujours de 2 types. La première, c'était une réaction de principe qui était de dire bah, de toute façon, l'esprit critique, on le fait déjà, C'est ça, ce que ne ouais. nous montre pas du tout Tous les les études. profs disent ça, ouais. Et la deuxième réaction, c'était une réaction paniquée, souvent enfin, c'est souvent venu d'inspecteurs pédagogiques régionaux plutôt âgés. Euh, je ne veux pas faire de l'agisme, mais je ne sais pas si c'est le fait d'être plus âgé qui a joué. En tout cas, c'était factuel. Et j'ai pris 3 ou 4 fois ces remarques, c'est à chaque fois des anciens, qui Ouais. me disaient mais vous vous rendez compte, si on introduit l'esprit critique et donc la discussion sur les soumissions librement consenties, etc., dans les classes, comment on va tenir nos classes? Tu as une espèce d'inquiétude, Ah oui. Ah oui, oui, c'est ça. Ah bah tu oui, vois, oui, oui, genre c'est le sûr souffle de que. l'anarchie allait souffler sur les bancs. Ah oui, c'est ça. Et pour les gouvernements, on se demande. Non, tous les profs ne disent pas ça, c'est vrai. Certains, j'ai entendu certains profs le dire, voilà, mais tous certainement pas. Tu as parfaitement raison. Hélène B42. Elle corrige, j'ai pas vu, qu'est-ce qu'elle corrige? Non, c'est moi qui ai dit que tous les profs disaient que de l'esprit critique, ils en faisaient déjà dans leur classe. Non, c'est plutôt les profs des INSPE qui disent ça, hein. Pas tous, mais une bonne partie peut-être qu'ils se convainquent, je sais pas. Mais donc, ouais, je suis rentré, puis sorti, puis re-rentré, puis sorti. Puis, tu vois, c'est très sporadique à l'INSPE de ma région, là. Je suis de Grenoble et Ouais. Et je voulais te dire un truc, mais je sais le flux basta de la presse indépendante. En même temps, vu ce qu'on trouve à la télé, je comprends qu'on puisse
croire des indépendants, c'est un problème de voir à quel point les chaînes de télé mentent ou vont trop vite. Ouais, c'est un Ah ouais, problème. bah, c'est vrai que ces news, ils mentent, quoi. Enfin, c'est un problème, cette chaîne. Je sais pas comment ça se fait qu'elle soit encore autorisée, quoi, Bah tu oui, vois. oui. C'est-à-dire qu'on pourra demander, je pense qu'on peut former autant qu'on veut un ou une individu à affronter ces news. Je veux dire, la forme des infox qui sont délivrés dedans change tellement tout le temps que. Ouais. Quand je disais ça l'autre jour à un journaliste qui me posait la question, il me disait, mais alors, on peut pas se battre contre, je sais pas, il me demandait pour les fausses images. Je dis, mais vous vous rendez compte? Il y a des fausses images maintenant qui Ah ouais, sont d'un niveau tel. Je veux dire, on pouvait décrypter les fausses images d'OVNI il y a 30 ans, tu vois. On ouais. pouvait encore voir des mauvais montages tout pourris il y a encore 10 ans. Ah, Maintenant, si maintenant, tu n'es pas c'est informaticien de compliqué, hein. profession, Ouais. euh, je donne pas cher. Moi, je m'y risque plus, quoi. Tu vois, ça va trop vite. Ah Je oui, sais pas maintenant, comment on c'est pourrait demander à extrêmement quelqu'un de se compliqué. défendre de Ouais, ça. ouais, ouais. C'est très. Ouais, alors, fact-checker est long et fastidieux. Alors, attends, s'il n'y avait pas un présupposé idéologique chez les sceptiques new athéistes dans la structure même de leur approche, n'est-il pas obligé de finir réac demande Shadow Ombre. Ouais, c'est pas impossible, hein. C'est peut-être. C'est peut-être le cas. Le présupposé idéologique, ça serait quoi chez les new athéistes? Je veux pas parler à leur place. Je sais pas s'ils ont tous même le même substrat de départ, mais Hmm. si c'est de dire que la croyance est un virus, par exemple, je pense que ça c'est un des trucs qui revenait assez souvent et qui se Mhm. transmet, ou c'est un mème dominant qui circule de cerveau en cerveau. Est-ce que ça amène à une position réac? Forcément, je sais pas trop en vrai. Ça, je Ça sais pas mériterait d'être trop. creusé. Moi, Je je ne me connais risquerai pas. pas à avoir une conclusion. Ouais. Alors, Pêche au canard nous dit, j'avais un prof de religion croyant qui était fantastique. Il ne nous imposait pas sa foi et savait se mettre à la place des autres. Ah oui, tu avais un prof de religion, ok, croyant. Et il n'imposait pas sa voix, il se mettait à... Oui, mais c'est ça, comme tu disais tout à l'heure. Être croyant c'est pas du tout un problème. Le problème arrive quand tu veux dire que, par exemple, la croyance, ta foi va guérir les gens ou que, du coup, Dieu a créé le machin. C'est-à-dire que tu as des prétentions sur le réel, quoi. Si tu n'en as pas, bah, ça pose pas de problème, ouais. Fact-checker est long, fastidieux. C'est pourquoi la discipline de piste. Une Une proposition... proposition de loi constitutionnelle a été déposée pour intégrer la liberté académique dans la Constitution afin de sécuriser juridiquement ce droit. La liberté Si la académique. didactique des sciences n'est pas en première ligne, cette liberté est remise en cause. Alors là, c'est si on va aux États-Unis, ouais, mais alors, ouais. Je Liberté ne sais pas si académique. c'est la didactique des sciences qui serait en première ligne. Je pense que ça serait plutôt la socio, l'anthropologie qui prendrait cher d'emblée. Ouais. La liberté académique, c'est un concept qui est compliqué. Hein. Bah, par exemple, c'est ce qui se passe aux États-Unis, là, non? C'est-à-dire qu'il y a des programmes qui sont interdits, il y a des choses assez graves qui se passent à ce niveau-là, non? Bah oui, puis ça arrive en France. Hein. On commence à avoir des pressions. Ah, Elles ne ouais. sont pas encore aussi formelles qu'aux États-Unis, mais. Ouais. Ah oui, Mais tu sens de la je pense pression. pas que la didactique soit la plus emmerdée. Hein. En général, la didactique, moi, je fais pas vraiment de didactique des sciences. En vrai. La didactique des sciences, on se penche sur des concepts en sciences qui posent problème. On regarde l'obstacle épistémologique que ça représente dans le cerveau de l'apprenant. On essaie de trouver des manières de dépasser ces obstacles-là. Ce sont pas des contenus à forte subversion ajoutés, tu vois. Je pense Alors, pas que ce soit la didactique des sciences qui soit la plus exposée. par contre, les cours d'autodéfense intellectuelle, la dernière fois, on regardait les cours de philo morale. Alors, je sais pas si c'était subversif, mais en tout cas, ça piquait quand même. Ça piquait bien. Et t'as pas de problème, toi, avec ta fac ou avec sur des cours de ce type? Ah, si ça t'embête, tu réponds pas, hein, t'es pas obligé. Non. Alors, je cacherai rien. Hein. Non, mais c'est Non, pas... j'ai pas. Alors, ce qui est rigolo. Comment je vais dire ça clairement jusqu'à il y a 10 ans, même 7-8 ans, je pense, j'avais une liberté totale à condition de justifier scientifiquement pourquoi je faisais quelque chose. Et ça ne veut pas dire que ce que je faisais était forcément bien, mais en tout cas, quand je le justifiais, j'avais le blanc-seing de l'université. Si tu veux. Et depuis 6-7 ans,
Alors, c'est pas que Trump, c'est pas tout ça, hein, c'est aussi les histoires, les affaires Sciences Po, tout ce contexte-là a fait qu'il y a une sorte de frilosité qui est arrivée à l'université, dans la mienne en tout cas. J'ai des collègues dans d'autres universités qui me disent la même chose, donc je ne sais pas si on peut extrapoler aux autres, mais en tout cas, dans la mienne, il y a une frilosité qui fait que maintenant, quand un sujet est considéré comme touchy par un ou une vice-présidente, tout se gèle, si tu veux. Ah oui. Et tu te retrouves avec plein de bâtons dans les roues. Il n'y a pas d'interdiction formelle, si tu veux. Je te prends un exemple, mais qui m'a rendu dingue. Je voulais faire tu te rappelles que j'avais monté un système de disputation moderne avec Oui. deux parties qui débattent l'une puis l'autre, puis la première qui répond à la deuxième, et puis une alternance Oui, ça, comme on ça. l'avait vu, c'était super. On l'a vu il n'y a pas longtemps, celle-là, sur la souffrance animale. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est extraordinaire. Et moi, mon rêve, c'était vu qu'on a quand même des politiques va-t-en-guerre assez marquées, qu'on a quasiment eu que des ministres qui étaient pro-intervention, etc. Je trouvais ça quand même intéressant de challenger cette position-là, puisque moi, selon mes lectures, j'avais passé un temps assez copieux d'ailleurs, avec une collègue politiste qui s'appelle Clara Heger. On travaillait sur les propagandes de guerre, et on se rendait compte qu'en fait, les interventions militaires faites à des fins humanitaires, souvent, elles étaient faites pour d'autres raisons, et en général, elles n'avaient pas les effets escomptés. Donc je me disais, c'est quand même marrant. Tu mobilises des gens, tu envoies des gens, tu mets des moyens pour aller résoudre, soi-disant, un problème qu'à la fin, tu ne résous pas, et en plus, tu fais des morts. Alors, est-ce que ça se tient ou pas? Et je me rappelais d'une position que tenait assez fermement, que tient toujours d'ailleurs assez fermement Ronnie Broman, l'ancien président de Médecins sans frontières, et qui disait que des guerres dites humanitaires, il n'y a quasiment aucun cas qui soit justifié dans l'histoire. Et il met un bémol sur le Kosovo, je crois. Tu vois. Donc moi, je me disais, je vais faire une disputation là-dessus. Donc on doit être en 2020, on se prend le Covid, donc ça rame, là c'est la faute de personne. Et quand je reviens, je ne vais pas genrer pour pas donner d'indication, mais il y a une vice-présidente de l'université qui me dit « Quoi, un sujet comme ça? Mais c'est vachement compliqué, oh là là, mais c'est tendancieux ». Je dis c'est quand même une question qui recoupe plein de domaines sur lesquels je travaille, sur lesquels plein de collègues à moi travaillent. Et la question est légitime, aussi bien en philo qu'en santé, qu'en gestion de politique publique, qu'en fonds octroyés aux interventions militaires. Ce sont des vraies questions scientifiques, ça. Est-ce que vraiment on résout le problème, tu vois, quand on y va? Et elle me dit oui, vous vous rendez compte? Alors, allez me chercher au moins l'accord d'un autre vice-président. Donc moi j'y vais, je reviens. Elle me dit oui, alors il me faudrait l'accord de l'IEP, quand même, l'Institut d'études politiques. Alors je vais chercher le machin. Après elle me dit mais il faudrait quand même que le laboratoire qui s'occupe des sciences politiques, qui s'appelle Pacte, donne son accord. Donc je retourne. Tu vois. Déjà un an est passé, tu vois. Et à la fin j'ai tout. Je reviens et on me dit oh bah non. Et là tu te dis what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Donc je me mets quand même un petit peu en colère, si tu veux. Et là, on me pose une fin de non-recevoir, quoi. Heureusement qu'il y a une personne courageuse à l'université. Enfin, il y en a plusieurs, hein, mais en tout cas, il y en avait une là qui m'a dit « Écoute, moi, je veux bien héberger ton événementiel, si tu le fais. » Et alors, j'ai vraiment pas eu de chance après, pour le coup, parce que déjà, Ronnie Broman, lui, était chaud au bouillant pour venir parler. Il m'a dit, tu me mets n'importe qui devant moi et j'argumenterai du mieux que je peux et je tiendrai la rampe. Donc, j'étais voir tout le monde. Je te raconte ça, je ne veux pas être trop long, mais j'ai écrit à Bernard-Henri Lévy, j'ai écrit à d'anciens ministres, j'ai écrit à Bernard Kouchner. Le seul qui a accepté de venir débattre, attends, j'ai oublié son nom. J'ai honte, j'ai oublié son nom. Il a un nom à rallonge. C'est un garçon assez étonnant parce qu'il est pro-intervention militaire, tout en ayant une position que je trouve pas forcément congruente avec ça, sur les questions de spécisme et de droits animaux. Attends, j'ai mangé son nom. Un type très étonnant. Sauf qu'il me dit, sur le principe, oui, et il se retrouve muté comme ambassadeur, je ne sais plus si c'est à Tahiti, ou je sais pas où, pile après. Ce qui fait que je n'ai pas d'opposant à opposer à Ronnie Broman, donc on n'a fait qu'une conférence de Ronnie Broman, simple. On a essayé de lui opposer un peu la contradiction, mais ce n'était pas une disputation à proprement parler. Et tu vois, on m'a fait perdre 3 ans par frilosité injustifiée, quoi. Et ça, c'est nouveau, je ne l'avais jamais vécu avant. Merci à Laurent Beck-Shankland qui a permis
au moins cette conférence de se faire. Elle est en ligne, hein, d'ailleurs. Ronnie Broman y parle et vous jugerez sur Ah, pièce. d'accord. C'est César. sur le site UGA ou Oui, je crois que c'est sur la chaîne Auteur. auteur? H-A-U-T-E-U-R-S. Vous D'accord, tapez Broman, mon voisin, n'importe quoi, vous trouverez. C'est pas d'accord. dur à trouver. Oui, bah, la disputatio sur la souffrance animale, c'était intéressant. Et c'était pas mal parce que, enfin, moi, j'étais déjà convaincu, mais ça m'a un peu renforcé un peu plus parce que j'étais convaincu pour le végétalisme. Le végétarisme, ça oui, ok, c'est pas la peine de manger des animaux puisque, bon, bah, ça les fait souffrir. On n'a pas de, on n'a pas de raison de faire souffrir des gens qui sont capables de souffrir alors qu'on peut faire autrement. Et justement, on peut faire autrement. Et en plus, c'est mauvais pour l'environnement, etc. Donc voilà. Sur la, sur la, sur la recherche scientifique, notamment pour la médecine, c'est un peu plus compliqué, quoi, tu vois. Parce qu'on n'a pas vraiment d'alternative. Mais alors, j'ai trouvé que le pharmacien qui était là était plutôt bon orateur, il défendait bien son truc. Mais j'ai trouvé que le philosophe en face, qui était peut-être moins bon orateur, avait des arguments imparables, quoi, tu vois. Tu peux pas tanker, quoi. Donc, c'est intéressant, quoi, tu vois. C'est toujours très compliqué dans ma tête, par exemple. Ce Si vous truc-là. voulez créer des disputes comme ça, je sais que Guillaume Meurice, il voulait trouver un moyen d'imposer ça, même pour des présidentielles, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, en ouais, vrai, ouais. le modèle, il est fastoche. Je vous le donne. De toute façon, j'ai raconté ça en ligne. C'est facile à trouver des conseils pour monter une disputation si vous voulez faire ça. Mais moi, j'aimais bien rendre ça un peu truculent en mettant des juges de touche. En gros, ce qu'il vous faut, c'est une. J'explique en Oui, quelques vas-y, instants, bien sûr, bien résumé. sûr. Il faut prendre une question qui est clivante. Évidemment que personne n'est complètement à 100% pour l'une ou pour l'autre. Évidemment, le monde est dans la nuance Hmm. et tout. Mais là, on joue l'idée que la personne incarne une position blanche, l'autre une position complètement diamétralement opposée. On explique bien au public que c'est pas une victoire en carton qu'il faut acquérir et que si on veut euh, que son avis remporte l'adhésion, il faut que le public soit gentil avec l'opposant, parce qu'il faut que l'opposant ait le temps de bien Ah développer oui, ses oui. arguments qu'on puisse les juger sur pièce. Et puis, la question bien clivante posée, on prend 20 minutes pour le premier intervenant, 20 minutes pour l'autre, puis 10 minutes pour revenir pour le premier, 10 minutes pour l'autre. Et les juges de touche sont là pour pointer les sophismes et faire comme au rugby, si tu veux, c'est pas arrêter complètement l'entretien, mais en tout cas dire, ah, là, je vous stoppe, il y a un biais rhétorique connu, Hmm. là, vous me faites une pente savonneuse, vous me faites une vieille manœuvre dilatoire, veuillez reprendre votre propos, tu vois. En fait, ce qui est génial, c'est que déjà, les juges de touche, ils n'ont plus grand-chose à faire parce que les intervenants et intervenantes sont tellement flippés de faire des biais, ils n'en font pas beaucoup. Ils en Donc, ça font pas assainit beaucoup, vachement le ouais. débat. Mais des fois, on Et, peut. c'est souvent très courtois, très cordial. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme tuyau? Ouais, il faut que le public, il faut pas qu'il. S'il eut Ah oui, oui, bah, oui. l'autre partie, ça n'a aucun sens. C'est de la Alors, par contre, triche. ce qui est rigolo, c'est que la fois où on a fait des études, je rends hommage à Timothée Guillermet, mon ancien étudiant qui s'était occupé de ça. Ouais. On avait évalué l'avis des gens a priori sur les questions de souffrance animale et a posteriori après les 2 heures, tu vois. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que les gens ne changent pas fondamentalement d'avis, Merci d'être avec nous. mais ils centrent leur Merci. opinion. C'est-à-dire que leur opinion devient plus modérée parce qu'ils se rendent compte qu'en face, les arguments ne sont pas complètement déconnants. Alors que d'habitude, ils ne prennent pas le temps de les écouter. Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Donc au moins, tout le monde repart plus riche. Mais c'est des questions qui sont. Tu sais, c'est des questions morales importantes. Là, je prends l'exemple de la souffrance animale, par exemple, dans le cadre de l'expérimentation. Combien d'épagnols bretons suis-je prêt à sacrifier pour sauver ma grand-mère, tu vois? C'est des équations qu'on n'a pas envie de se poser. Ah ouais, Moi, j'ai ouais, envie de c'est te sûr. dire, aucun, mais si tu me dis que c'est pour mon gamin, d'un seul coup, mon cerveau, il se met à dérailler. Je me dis, bon, bah, en fait, je suis content que ce soit pas moi qui tranche ces questions parce que Ah ouais, ouais, c'est sûr. je suis effectivement C'est trop très proche compliqué. du problème. Oui, oui, donc c'était proche d'ailleurs un petit peu de tes cours de philo morale, c'est-à-dire c'est des dilemmes vraiment très compliqués, quoi. Hein. Au bout d'un moment, est-ce que je préfère tuer voilà, 500 porcs ou je sais pas. Voilà. Bah, au moins, pour les manger,
vu qu'il n'y en a pas la nécessité, ça c'est facile à trancher. Voilà, ça c'est facile. Ça j'ai tranché. Maintenant, j'ai arrêté. Pourtant, c'est dur. Enfin, en tout cas, Ah oui, c'est dur, ouais. j'essaie je préviens, hein, moi c'est parce que quand Yves Bonardel, qui est l'intervenant de la disputation, quand je l'ai rencontré en 2003, je crois, quand il m'a présenté la lecture spéciste du Monde, et je me suis dit, mais merde, si on applique ça vraiment à la lettre, Ah si on ouais, regarde ça c'est chaud, à la hein. lettre, ça veut dire, pour les souffrances, je suis contre les souffrances injustifiées. Bah, Bah oui. alors j'ai essayé de trouver des failles à son truc pendant des années. Ah oui, J'ai oui, pas c'est réussi. Au bout d'un ça. moment, je dis bon tant que j'ai pas de faille, j'essaie d'appliquer le truc. Et pourtant, c'est à mon corps défendant parce que je suis né dans un monde de viandard et Ah ouais, tu ouais. me promènes un bout de jambon sous le nez, j'aurais facilement tendance à oublier son ancien propriétaire, si tu veux. Non, mais Mais moi je me c'est bats pareil, ouais. Ouais, ouais. Moi, c'est pareil. Mais c'est parce que bien je suis très maintenant, cohérent. maintenant. Et bon, mais on discute, hein. Maintenant, ils font des viandes de remplacement, enfin des viandes végétales, quoi. Ça se répand, tu vois. Donc, puis c'est un style quand même dans la société. Il y a 10 ans, il y en avait que chez la Biocoop. Après, il y a 5 ans, il y en avait aussi un petit peu chez Auchan. Et là, il y a quelques mois, il y en avait chez Lidl, tu vois. Alors que... Donc, c'est pas mal quand même. Ça se répand un peu, quoi, tu vois. C'est en tout cas, ce qui est rigolo, c'est que, enfin, ce qui est rigolo. Je crois, vous avez 4 fois que je dis c'est rigolo, je sais pas pourquoi. C'est un Bon, mot que j'aime beaucoup oui, aujourd'hui. oui. Ce que je trouve fascinant, c'est que cette grille de lecture spéciste passe encore sous les radars de beaucoup de monde, alors qu'elle est très opérante, quoi. On commence à Mhm. avoir vraiment compris la grille sexiste, que ça n'a pas de sens de rendre différentiels les droits que l'on donne aux gens selon leur sexe, peu importe la définition qu'on donne au Mhm. sexe. On a compris pour les races, pour la plupart des gens, pour les ethnies, C'est ça. et de différencier les intérêts selon l'espèce à laquelle on appartient. C'est un peu étonnant. En plus, je remarque que les enfants n'ont pas trop de mal à pas tomber dans Tiens, ce biais au début, puis après, ils se font rattraper par. voilà. J'en profite pour présenter ton avant-dernier livre Ah, où ça pousse les alors oui, jambons. mais ça, c'est pas que moi, hein, déjà. Déjà, il y a mes Oui, enfants qui sont Il y dedans. a Gras. Ah oui, Ouais. c'est... Gras, alias David Angélibert, est le dessinateur de cette BD. Voilà, exactement. Nous avons, et la maison d'édition est assez géniale. Tu peux Les me trois montrer ça canards. en grand, j'en fais la promo, je touche pas de droit d'auteur, je m'en fous. Soutenez cette maison d'édition, elle propose des trucs assez rares. Les trois Les, canards. les trois canards, et ils sont adorables, gentils, sympas. Et Gras, il fait des dessins avec des bonhommes qui n'ont pas d'yeux. Et moi, ça me fait délirer. Des fois, je me dis, je vais prendre un exemplaire, je vais dessiner des yeux dedans. Alors, Et c'est basé sur les discussions que j'avais avec ma gamine quand elle était petite, puis après mon gamin qui m'a aidé à affiner ça. Et... c'est vrai parce que la gamine, elle a des arguments béton aussi, hein. Et maintenant, elle en a. Alors, ça n'empêche pas que on peut très bien avoir les mêmes les arguments comme ça. Puis, tu vois, ce qui est dramatique pour mes gamins, c'est que quand ils changent de contexte, quand ils sont chez moi, ils font l'effort. Quand ils sont au collège ou à Ouais. l'école, ils se battent pour prendre des menus végétariens et tout. Ouais. Et puis, évidemment, quand ils se retrouvent chez les grands-parents et que tu leur promènes des monceaux de Bah pinoche oui. sous le nez et qu'on se moque d'eux, si tu veux, Ah je ouais, leur mais dis, c'est normal, hein, voilà. tant pis, quoi. C'est un contexte hostile. Bah Tant c'est pis. clair, hein. Tu peux Vous pas mettez non pas plus. la rate au Tu peux pas courbouillon. être parfait dans un monde imparfait non plus, dans un contexte. C'est Voilà. clair. Et Le tout, alors c'est oui, d'essayer. C'est vectoriel comme démarche. ouais, Donc, si vous n'êtes pas végétarien, c'est pas grave. Plus on tend vers une direction c'est ça. et mieux c'est, quoi. Alors je conseille, je t'avais envoyé, mais tu n'as sans doute pas eu le temps de l'avoir, parce que je l'ai envoyé juste avant le stream, une vidéo de Monsieur Phi, où il incarne un extraterrestre qui s'appelle les Overlords. Alors je peux pas vous mettre de lien, mais si peut-être moi je peux, enfin je sais pas. Vous tapez sur YouTube Monsieur Phi, PHI, Overlord, et donc c'est une race d'extraterrestres qui arrive sur Terre et qui sont beaucoup plus intelligents que les humains, quoi. Mais vraiment beaucoup plus, donc pour eux, les humains, c'est vraiment l'équivalent d'animaux, quoi, pour nous. Et donc, ils mangent les humains, ils mangent leur cerveau, ils disent «Ah, mais c'est très bon» et tout. Ils trouvent vraiment ça très, très bon. Donc, ils les mangent, et puis il y a des humains qui leur disent «Mais quand même, vous n'avez pas le droit» et tout. Bah si, pourquoi ils développent les mêmes arguments que ta fille dans ton bouquin, quoi. Non, c'est-à-dire qu'ils développent les mêmes arguments que le père, plutôt. Parce Ouais, que l'humain a les mêmes arguments que la petite fille, mais c'est le père, celui qui comprend rien. c'est le père qui n'y comprend rien, c'est-à-dire qui reste sur des positions moins progressistes à ce niveau-là.
Et l'humain lui dit, mais les humains ressentent la douleur et tout. Oh oui, mais bon, ce sont que des humains, donc c'est quand même des êtres inférieurs. On peut pas comparer, quoi, tu vois. Ouais, mais on réfléchit, on est intelligent. Oui, oui, bien sûr, un petit peu, mais bon. Bon, c'est les mêmes arguments, quoi, tu vois. Monsieur Phi, il fait du bon boulot en général. J'ai pas vu cette Oui, vidéo, mais il fait du bon boulot. Après, la métaphore avec les extraterrestres qui viennent nous donner des droits, bon, c'est déjà un problème juridique qui est ancien, ça, à savoir ouais, quels droits nous donneront des extraterrestres qui s'estiment supérieurs à nous c'est et qui ont ça. plus de moyens s'ils débarquaient chez nous. Tu vois, ça va poser un sacré nombre de problèmes. Et je me demande si c'est pas chez Tom Reagan, un philosophe qui est décédé maintenant. Et si vous voulez de la ref pour vous creuser le cerveau sur ces sujets, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi frais que le dialogue que propose Michael Huemer, Huemer, dans un livre qui s'appelle, je crois, Dialogue. C'était traduit il n'y a pas très longtemps. Dialogue entre un végétarien et un carniste, je crois. D'accord. Je vous recommande chaudement aussi Zoopolis de Kimika et Donaldson. Comment penser une société qui intègre les espèces liminales autour de nous. Et si vous voulez une introduction non jugeante et sympa et douce et fraîche, il y a Florence Delry qui fait un boulot super sur les réseaux. Et je crois que le Florence camarade Delry, ouais, elle est super. Victor Durand-Lepeuch a fait un livre tout frais, là, je ne l'ai pas lu encore, sur les idées reçues autour de ces questions. C'est lui qui fait un podcast qui s'appelle Comme un poisson dans l'eau, que je D'accord. recommande pour user votre cervelle sur ces sujets. Et Il y Bleu a une question Nuit, qui a été posée, attends, j'ai vu tout à l'heure, ouais. qui m'a interpellé, mais je l'ai perdu. Pardon. Alors, méchant, Pas de j'ai... risque de rendre inacceptable l'acceptable après un débat. Bah, en fait, évidemment, il ne s'agit pas de, je sais pas, prendre une question qui ouvre grand la baie vitrée d'Overton. Tu vois, il ne s'agit pas de dire, Ouais. je sais pas moi, est-ce que l'homme blanc est supérieur à l'homme noir ou l'homme noir supérieur à l'homme blanc? Tu vois, là, on se tient une balle. Ah ouais, c'est compliqué, ouais. Voilà. Non, il faut que ça soit plus fin que ça. Mais c'est Bon, un après, vrai boulot que de trouver une bonne question. il y a des gens qui se posent ce genre de questions aussi, hein, donc bon, voilà. Tiens, tu vois, il y a François Héran dit que ça serait bien de faire une convention citoyenne sur l'immigration, alors qu'il y a plein de gens qui sont à Front National, mais il dit, plus les gens sont au courant du sujet de l'immigration, moins ils sont pour le rejet, tu vois. Ouais. Donc, une convention citoyenne, ça obligerait tous les gens présents à se renseigner sur la question, et finalement, ça pourrait être que bénéfique, tu vois. Mais après, Et- quel pouvoir tu lui donnes à la Convention citoyenne? Ah bah je sais pas, peut-être pour savoir s'il faut tous les renvoyer chez eux ou au contraire les accueillir comme il faut, tu vois. Je sais Mais pas. je veux dire, est-ce qu'après la Convention citoyenne, elle a un levier de pouvoir réel? Parce que si c'est juste pour faire comme on dit, du Ah bah token, si c'est non, pour être un pot de fleurs comme si souvent, tu vois. ça je sais pas, mais oui, s'il faudrait pas que ce soit comme le truc pour le climat, mais là il y avait un mensonge encore éhonté Là, quoi. c'est extraordinaire quand même. Ça, c'est Ouais, vraiment c'est les propagandes modernes, ça. C'est vraiment, c'est ça. je trouve ça assez fou. Hein. Et il y avait un truc avec la Civise là où ils avaient fait tout un sur les violences sexuelles quoi, où ils avaient fait tout un voilà, c'est scandaleux quoi. Et il y avait alors je sais pas si c'était une convention citoyenne, mais en tout cas il y avait une commission qui s'était réunie, qui avait fait une enquête pendant plusieurs années sur les violences, voilà, et qui avait rendu un rapport et qui avait pris rendez-vous avec pour rendre le rapport et les mecs du gouvernement s'étaient pas déplacés pour venir, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Ou alors, il cale un meuble avec. Enfin, Ouais, c'est ça, ouais. Mais là, c'est- en l'occurrence, je crois qu'ils s'étaient même pas déplacés, tu vois. Donc, bon. Donc, il y oui, a, c'est vrai que c'est. c'est vrai. Alors, pas de risque de. Ça m'a toujours fait flipper d'en organiser un dit Nessego. Il faut bien connaître les biais rhétoriques quand on arbitre. Ben, Ah il y a oui. plusieurs rôles possibles. Effectivement, vous pouvez demander si vous faites ça à Toulouse, là, vous demandez au Rasoir Doc, là, Nicolas Martin, il y a du monde là-bas qui pourront vous filer un coup de main. Mm, Et ils s'y connaissent bien en biais rhétorique. Et puis, ça se potasse un peu, les biais rhétoriques. c'est ça. Le tout, c'est que l'arbitre, lui, en fait, quand il est concentré à répartir la parole, il n'arrive pas à faire le job. Donc, il faut être plusieurs pour faire ça. Et c'est vrai que oui, il faut des bons arbitres, ouais, je suis d'accord. Ouais. Et on me demande si j'ai étudié la position des gens plusieurs jours, semaines après pour voir l'évolution. Non, le suivi de cohorte, c'est vraiment coûteux à faire. Il faut vraiment monter un protocole pour ça. C'est long et je ne l'ai pas fait et j'aimerais bien, mais j'ai pas fait assez de disputation. Et puis quand je monte des disputations, quand je voulais proposer une disputation sur le pendant légaliste du travail du sexe Ah oui. versus les Mhm. abolitionnistes du sexe. Ça fait Ok. 10 ans que j'en parle. Et en fait, j'arrive pas à trouver
des gens qui veulent bien se parler. Ah oui. Ouais. Toutes les tentatives que j'ai faites, quand ils apprennent qui sera en face, ah non, jamais de la vie, je parle pas avec lui, ou pas avec elle. Donc ça, c'est casse-pied. Justement, Mais je les le espère but, pas, un c'est jour, de je ne le pas ferai. être d'accord. Ouais. T'as pas le droit de parler de la viande végétale. Bon. Ah, parce que les bouchers, le lobby de la viande n'est pas content qu'on parle de viande végétale. Ah ouais, les steaks, tout ça, ouais, ça Ouais, fait c'est vrai. panique morale totale. Ouais. Ouais, c'est Et on ne dit ça. pas tomate cœur de bœuf. Le steak, voilà. J'ai l'impression que l'acceptation devient là. Moi, je trouve ça un peu dramatique que les viandes végétales soient sous de telles quantités de plastique. Ah La oui, vie, la marque c'est La vrai. Vie, arrêtez de faire du plastique, bon sang, bon C'est pas. vrai. Oh la vache. Après, il y a des recettes pour faire sa propre viande végétale. Mais enfin, ça devient Ouais. un peu compliqué après, quoi. Moi, j'arrive à faire des trucs, mais c'est assez bizarre. Mais j'aime bien, c'est de la chimie, quoi. C'est ça. Kautar Archi aussi a écrit un livre très bien sur ces questions. Tout à fait, je l'ai lu, c'est très très bien. J'ai mangé le nom du bouquin. Ah. On me l'avait envoyé, je ne sais plus qui me l'avait offert. Je crois que. Ainsi l'animal et nous. Voilà, c'est ça. Ainsi l'animal et nous. D'accord. Voilà. C'est pas mon préféré, j'avoue. Moi, je trouve franchement, si on veut se creuser le ciboulot, faut plonger dans Zoopolis. Ah oui, Zoopolis. Ah ouais, ça c'est quand même assez bluffant. Et puis il y a un super livre de Axel Pleius Bror et Yves Bonnardel qui s'appelle je sais plus comment. Et merde, lui il est hyper clair. Alors là pour une intro, on ne fait pas mieux, je trouve. Est-ce que les personnes qui prennent le risque de traverser la mer, on les refout à l'eau? Ah. Merde, j'ai raté le. Là, c'est par rapport aux migrants, je pense. C'est les migrants qui traversent on les refout à l'eau. Ah oui, ça serait la question pour la Convention citoyenne sur la migration, j'imagine. Ouais. À l'Heure et Café, on me dit, bah oui, l'Heure et Café, je pense qu'ils sont. J'ai jamais mis les pieds à l'Heure et Café, mais je sais qu'il s'y passe des trucs absolument incroyables à l'Heure et Café de Toulouse. Je sais pas l'adresse, mais. C'est impasse de la Colombette à Toulouse. Voilà. Et équipe de choc là-bas. Il faut une disputation, ça se ferait. Ça se ferait très bien. Même. Mais il faut que tu viennes à l'Heure et Café. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, mais ils ont pas. Ils et elles n'ont pas besoin de moi là-bas, quoi. Mais tu rigoles ou quoi? Ils font passer ils cherchent des. Bon, il faut que tu passes à Toulouse, quoi. Mais ils cherchent des gens pour faire des conférences tous les mois, quoi. Donc, ils seraient absolument heureux de te recevoir. Alors... Mais quelle idée vous avez eu de mettre Toulouse aussi loin de Grenoble? Franchement, quelle idée? Pourquoi vous êtes mis si loin? Eh oui, écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, après, ça se fait, hein, mais bon, ouais, c'est vrai que c'est un peu long. Mais je suis venu plusieurs années au REC. J'ai arrêté de venir aux rencontres d'esprit critique, là. Je suis fatigué. Non, je suis pas fatigué du tout, c'est pas ça, mais... J'avais réclamé à corps et à cri un comité scientifique. Pour choisir les intervenants. Pour pas que ce soit le foutoir, quoi, pour pas qu'il y ait des gens qui parlent sur des sujets qui ne sont pas les leurs. Et cette démarche n'a pas abouti, et moi, c'était une condition que j'avais mise, donc je n'y suis pas retourné. Pourtant, on avait fait un super truc avec Gabriel Golondrina, on avait fait de la poésie critique. Ah oui, Gabriel du Rasoir Dog, d'ailleurs, on connaît bien. Mais oui, Gabriel, qui m'a offert cette veste. D'ailleurs, je tiens à le dire, je porte une veste. C'est vrai? Ouais, elle me relook. Elle dit que j'ai un look de plouc, alors il faut que... Formidable. Il faut que je fasse mieux. Alors, elle me trouve des vieilles frusques. Shadow Ombre nous invite à Avignon, parce que c'est à mi-chemin entre Grenoble et Toulouse, et il nous fait Ah oui, c'est bien Avignon, c'est plus près. Et il nous fait un couscous. Et il nous fait un couscous. VG alors, ouais. Chiche. Pois chiche. Super. Pois chiche même. Bon, on retient la proposition, hein, méfie-toi, on va débarquer. Hein. En plus, je ne l'ai jamais rencontré, Shadow Ombre. Je l'ai beaucoup écouté. J'aime bien parce que, d'ailleurs, merci pour tes productions. Je ne sais pas si je peux toutes les recommander parce que je ne les ai pas toutes écoutées, mais en tout cas, ce sont des masses d'informations qui nous permettent de dégrossir les milieux que tu traites. Franchement, la chaîne s'appelle Shadow Ombre, comme ton nom, et c'est top. Oui, absolument. Je plus sois. Et en plus, moi, je l'ai rencontré, il est très sympa. Voilà. Je vais sacrifier une aubergine. Méfiance, ça fait partie des solanacées. Hein. C'est comme le tabac, comme plein de plantes bien toxiques, l'aubergine. Ah oui? Ouais. C'est une famille maudite, et en même temps, au milieu, il y a les aubergines, il y a les tomates, je crois, il y a je sais plus quoi. Ah oui, d'accord. Shadow et Richard, rendez-vous à Toulouse. Ah ouais, Marika Junistrom est bien partante aussi. Les meilleurs docus sur l'école Steiner-Waldorf. Oui. Les patates. Ah, ils veulent des patates. Les patates, c'est bon. Oui,
Des patates. Pourquoi tout le monde réclame des patates? Alors moi, j'ai fait une BD sur les patates sur cette chaîne-là. Ah bon? Oui, j'ai été. On m'a commandé une BD parce que c'est les producteurs de pommes de terre du pays de Sceaux, qui est dans le coin, cherchent à développer de nouvelles variétés de patates. Donc, ils m'ont fait venir pour participer à une dégustation de patates pour plusieurs types de patates qu'ils avaient développées, quoi, et pour voir laquelle plairait le mieux aux dégustateurs. Il y avait plusieurs jurys. On a tous dégusté nos patates en mettant sur un petit papier nos appréciations et tout. Et dégustation de patates. Et après, j'ai fait une BD dessus, voilà, sur la dégustation de patates. Donc c'est très rigolo. C'est une des seules de toi que j'ai pas, je crois. Elle est pas sortie en livre. Hein. Ah, elle est en ligne, ok. C'est une BD de communication. Je pense qu'ils vont en faire un petit prospectus. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais bon. Sur les courants steineriens, je sais pas si tu es à l'aise à faire la promotion de tes propres œuvres. Moi, j'arrive jamais à faire les miennes, mais tu as fait ta super BD Cosmo Bacchus. Les gens savent, non, j'imagine. Oh oui, je pense qu'ils savent. D'ailleurs, édité chez Edola, et j'ai mon éditrice je ne sais pas si elle est toujours, mais elle était toujours dans le chat. Ok. Je voulais dire tout à l'heure que tu disais du bien des éditions Les Trois Canards, édition des Trois Canards, et je disais c'est bien, c'est rare les éditeurs qui sont chouettes, tu vois. Mais à l'exception aussi des éditions Edola, qui sont super avec leurs auteurs, et globalement. C'est vrai que c'est un... Ah oui, Et elle moi, est toujours j'ajoute là. les arènes. Ah Parce oui, que les arènes, les c'est vrai. arènes, je fais une BD avec Laetitia Corinne depuis, Merci bon, ça fait Hélène. un an et quelques qu'on est dessus. Ouais. Je pense que ça va être bien fandard, là. On en est je dirais, enfin, le scénario est fini, mais c'est le dessin maintenant qui est long. Hein. Vraiment, moi, j'ai la tâche facile, quoi, de Ah ouais. rédiger. Ah, Puis... le dessin, c'est long, ouais. Et les arènes, ils sont sympas. D'ailleurs, Oui. c'est aux arènes qu'on va faire notre bouquin sur le placebo. Je sais que tu voulais qu'on discute un peu de placebo. Oui, on peut discuter un peu de placebo. Alors attends, je vais. LNB42, excellente BD que tout le monde devrait lire. Merci. Shadow War, moi, est-ce que je vais boycotter Angoulême aussi? On se dirige vers ça parce que. Il y a des gros bisbilles. Bon, c'est pas très intéressant, ça rentre pas dans le cadre de notre discussion, mais probable que je boycotte. Parce que il y a un horrible personnage à la tête de tout ça et on voudrait qu'il s'en aille. Et donc voilà. Et donc Gertrude Stein, j'ai fait du lobbying auprès de ma bibliothèque pour qu'ils achètent Cosmo Bacchus. Merci. Et Libre Sceptique, j'ai découvert récemment que le Romanée Conti était exactement en biodynamie, exactement. C'est le vin le plus réputé du monde, donc forcément c'est un super contre-argument pour les biodis. C'est un super contre-argument, c'est un super argument pour la biodynamie, non? Ouais. Je pense que faut comprendre que c'est un contre-argument que peuvent opposer les biodynamistes. Oui, voilà, c'est ça. Oui, bah oui, mais bon, voilà. Oui, après, ça fait pas de mal au vin, la biodynamie, hein, donc ça n'empêche pas qu'il soit très bon. Mais ça a d'autres... Bon, on va pas partir là-dessus, mais... Mais en même temps, c'est assez proche du problème du placebo parce que c'est des effets contextuels qui sont très probablement à l'œuvre. Et Ouais. j'imagine assez bien que des vins traités en biodynamie, vu l'attention qui est portée Ah oui, sur la culture autour, tu t'enlèves les trucs ésotériques, t'enlèves les trucs bizarres, t'enlèves les cornes de bouse oui, ça gêne pas. Hein. et les produits. Mais si tu fais attention, tu as une attention accrue. Tu sais, c'est un peu le même problème qu'on a dans certaines thérapies. Quoi. C'est-à-dire que même quand tu prends un traitement qui n'a pas d'efficacité propre, si ça te met dans un contexte de soins Ah oui. et une attention accrue sur qu'est-ce que tu bouffes à ce moment-là, est-ce que tu t'entretiens un peu, est-ce que tu marches un peu plus, est-ce que tu te sens investi de ta propre thérapie, bah, tu crées des effets contextuels qui ont un effet réel sur, un, tes ressentis, et Tout à fait. deux, tes Ouais, oui. comportements, et donc à long terme, ça a un effet. Quoi. Et on a des gens farouchement anti-biodynamie. Hélène B42, c'est normal, ils ont lu Cosmo Bacchus, c'est pour ça qu'ils sont sur la chaîne. Est-ce que ça justifie... Non, peut-être pas, mais est-ce que ça justifie de brûler des mulots pour en épandre la cendre? Bon, bah, c'est ça, ouais, pas. ça c'est Faut tuer des vaches et des cerfs, souffrance animale. Voilà. Bon, en même temps, c'est vrai que moi, j'ai pas trop développé ces éléments-là dans mes bouquins parce que la souffrance animale, c'est tellement, je veux dire, on en bouffe tous, donc on inflige ça tellement que reprocher ça aux biodynamistes, bon, ça me paraît pas très pertinent parce que, voilà, pour faire plein d'autres trucs inutiles, des saucisses, des trucs, tu infliges de la souffrance animale aussi, quoi.
Mais bon, c'est un argument qu'on peut utiliser, qui est pas. Mais je trouve que c'est un argument réel, mais faible. Ouais. C'est ça. C'est pas le premier à mobiliser, C'est je ça. pense. Moi, ce qui m'énerve, c'est que ça finance l'anthroposophie, qui est vraiment une secte dangereuse et en lien avec l'extrême droite, quoi. Oui, Voilà. ça entretient un rapport magique au monde que je trouve vraiment problématique et très réactionnaire en plus. Et C'est vrai. tout le monde le sait, quoi. Oui, c'est ça. Mais alors, voilà, est-ce que c'est est-ce que c'est... Oui, alors ça enlève de la rationalité parce que l'anthroposophie, voilà. La biodynamie toute seule aussi, mais dans une bonne mesure. Et puis c'est le vigneron et il a envie de croire qu'il donne à manger à des lutins. Bon, pourquoi pas, voilà. Après, l'anthroposophie, c'est autre chose parce que c'est vraiment un truc plus global, quoi. Tout est en lien avec l'invisible et le subtil, et même tu es obligé d'avoir un contrôle sur ta pensée. Enfin, ça devient très problématique, quoi. Donc, bon. Je ne sais pas comment il s'organise. Ouais, effectivement, je vois le commentaire 20 biodynamie labellisé vegan. Ah oui, bah ça, c'est pas possible, en fait. Biodynamie, tu es obligé d'avoir au moins la bouse de corne. Enfin, pour avoir le label biodynamie, tu es obligé d'utiliser les potions de Steiner qui requièrent presque toutes des organes d'animaux. Donc, ça peut absolument pas être vegan et biodynamique. Donc c'est un mensonge, simplement. Peut-être qu'ils ont trouvé un. Je sais pas. Non, c'est pas possible. Ils mettent un steak végétal dans. Ah non, non, parce que il faut les cornes, il faut Ben oui, les ben oui, cornes, oui. sinon ça capte pas les rayons cosmiques comme il faut. Comme l'a dit Rudolph. Ah, voilà, c'est ça. Oui, alors en placebo, ouais, effectivement, moi aussi, pour faire le lien avec Cosmo Bacchus, moi ça m'a parlé ce truc-là parce que les anthroposophes sont aussi très homéopathie. Et moi j'ai été soigné à l'homéopathie toute mon enfance. Et je voyais bien que ça marchait pas, mais je me disais, bon, c'est peut-être moi qui ai une maladie qui fonctionne pas avec ça. Jusqu'à ce qu'un jour, je me souviens très bien dans un VVF, quand j'étais genre ado, tu vois, et on complétait les tables avec mes parents. Et puis il y a un gars, et on commence à discuter et tout. Puis lui, il était médecin, alors il dit, ah bon, oui, ah oui, puis moi j'ai de l'asthme et tout, alors je suis embêté et tout, ah bon. Et il me dit, et vous soignez comment? L'homéopathie. Et le mec me dit, ah mais c'est du bullshit, ça n'existe pas, ça marche. Et moi, tu sais, j'avais genre 12 ans, je sais pas. On m'avait soigné toute mon enfance avec ça. Le mec me dit ça, je me dis, mais putain, mais on s'est foutu de ma gueule pendant 12 ans. Ça, j'étais un peu... J'ai rien dit, mais j'étais un peu vénère. Donc c'est resté en moi pendant des années, puis c'est sorti, je pense, en faisant Cosmo Bacchus, tu vois, le truc. C'est ça qui m'a Une, aussi un peu poussé une vers le, catharsis. ouais, vers la communauté sceptique aussi, tu vois. Je me suis dit, c'est ça, c'est peut-être ça le plus ingrat, c'est de faire croire avec l'homéopathique, si ça marche pas, c'est parce que tu t'y es mal pris, ouais. Non, mais c'est mon terrain qui n'allait pas. Voilà. Alors l'homéopathie, l'effet placebo n'a pas marché. Bah, c'est-à-dire, ça marche quand tu es un petit peu malade et puis que ça se guérit tout seul, mais pour l'asthme, bon, ça peut marcher un petit peu, ça peut... Mais au bout du truc, voilà, c'est une vraie maladie. Mais je laisse Richard te répondre plutôt. L'effet placebo ne marche pas sur l'asthme, par exemple. Ou ça peut marcher. En tout cas, Ah, sur si, moi, si, il ça n'y n'a a pas pas de raison que ça marché. ne marche pas sur l'asthme, hein, l'effet placebo. Oui, Enfin, la voilà. réponse placebo à un traitement qui n'a pas d'efficacité. Bah, je vais prendre les choses dans l'ordre. Euh, Déjà, l'histoire, c'est à cause de Nicolas Pinceau. J'ai déjà fait des bouquins avec Nicolas Pinceau. On a fait des bouquins Ouais, sur les thérapies manuelles. ouais. On a fait 2-3 trucs ensemble. C'est mon collègue de l'université là. Et il y a 4 ans, il m'a lancé sur cette histoire de bouquin de placebo. Sauf qu'après, lui, il a été pris par Mons et par Vaux, ce qui fait que je me suis retrouvé tout seul à trimer. Après, il est revenu. Après, il n'avait plus envie. Après, je l'ai remotivé. Enfin bon, c'était une espèce de... Les psychanalystes appelleraient ça de la fascination-rejet. Et puis, Ah, ouais. je ne donne pas de crédit au concept freudien, je dois l'avouer. Et ensuite, quand on s'y est remis, on s'est dit, mais là, il faut absolument s'adjoindre les services d'un ancien doctorant, d'ailleurs, qui est maintenant en postdoc à l'université de Brown aux États-Unis, qui s'appelle Léo Druard. Et donc, à trois mecs blancs, et ben, on trime sur ce bouquin. Ouais. Ça fait 4 ans. Et il y a 5 chapitres. 3 sont finis, il en reste encore 2. Et en gros, on a toute la substance. Et ce qui était compliqué dans ce bouquin, c'est que c'est vraiment l'explosion de ce sujet. Le sujet, là, depuis 10 ans, il fourmille de nouveautés, d'informations. Et tout. Donc, pour vous donner un peu le goût, qu'est-ce que je peux vous dire de manière un peu lapidaire? Je peux vous dire que il n'y a pas un effet placebo, mais il y en a plein. Il y a plein de chemins différents physiologiques de ces effets.
qui entraîne souvent des sécrétions dans notre cerveau assez diverses, endocannabinoïdes, endorphines, etc., qui vont faire qui vont soulager les ressentis, en particulier sur les douleurs, sur les fatigues, etc., ce qui amène donc un mieux-être qui, à long terme, a un effet sur la guérison. Puisque les gens ont plus d'appétit, sont moins fatigués, il y a un effet, quoi. Donc l'effet placebo est réel, il existe réellement, il vient de la stimulation par des effets dits de contexte, c'est-à-dire c'est le contexte autour qui génère ça, donc que ce soit la blouse blanche du soignant, le cadre sympa ou pas, le tarif onéreux ou pas qu'on nous a appliqué, le temps qu'on y a fait, nos expériences préalables qui viennent jouer aussi dessus, etc. Et donc, et la super nouvelle, parce que vraiment les données commencent à congruer. Donc quelqu'un dit c'est abonné le projet de bouquin, bah non, c'est le projet, c'est le projet actuel, quoi. Donc Léo Druard, Nico Pinceau et moi, on y était encore dessus aujourd'hui, demain, après-demain, je pense, pour essayer de finir ça avant Noël. Le plus étonnant de ces dernières années, c'est qu'on se rend compte que il y a probablement même pas besoin de mentir avec les placebos. On obtient des résultats similaires ou quasiment similaires en faisant des placebos ouverts, c'est-à-dire en déclarant à la personne qu'elle prend un placebo, mais en lui expliquant ce qu'elle peut attendre du placebo. J'avais déjà lu ça, c'est incroyable. Ce qui est absolument génial. Par exemple, imaginons un cas où, je ne suis pas prescripteur, donc je fais bien gaffe à ce que je dis, mais imaginez un cas où vous êtes devenu dépendant aux opiacés, ce qui arrive à beaucoup de gens après des catastrophes aux États-Unis, mais en France aussi, et que vous avez pris pas mal d'opiacés et vous voulez vous sevrer. Une des manières d'aider au sevrage, c'est de diminuer les doses, mais vous pouvez en même temps faire, je vous jure que c'est vrai, faire semblant en maintenant tout le rituel similaire, c'est-à-dire au même moment de la journée, en prenant le même gobelet avec de l'eau, en faisant à peu près la même chose, vous faites semblant de prendre l'opiacé, et ben vous allez réactiver le circuit qu'empruntait l'opiacé que vous ne prenez pas. Ah oui, d'accord. Et ça va aider au sevrage. Et c'est complètement fascinant. Ce qui veut dire que le mensonge n'est plus une composante intrinsèque du placebo. Et ça, c'est nouveau, parce que jusqu'à maintenant, le dilemme, c'était est-ce qu'il faut mentir aux patients pour son propre bien, etc. Alors, d'un côté, tu te dis, c'est pas bien de mentir aux patients, c'est-à-dire qu'on le prive d'un choix libre, éclairé, loyal, consenti, transparent, tu vois. Et de l'autre côté, on comprend que mobiliser tous ces symboles-là, c'est plutôt souhaitable, tu vois. Puis, il y a la contraposée qui est l'effet dit nocebo, quand tu prends quelque chose qui ne te plaît pas ou quand tu lis des effets secondaires. Limiter les effets nocebo, une des meilleures façons de limiter les effets nocebo, par exemple, c'est de cacher les effets secondaires d'un traitement. Sauf que si tu prives la personne des informations sur le traitement, tu la prives d'une information. Et donc, tu vois, ce dilemme-là, il est vachement dur à trancher. Mais si tu enlèves la composante mensonge, d'un seul coup, les choses deviennent plus simples, tu vois, un peu plus simples. Tout n'est pas réglé, mais... Ah oui, ça simplifie. Ouais. J'avais lu une étude hilarante, enfin hilarante, non, pas du tout, mais moi ça m'avait fait rire, qui disait que la prière, si quelqu'un est très malade, avec des prières, si tu pries pour lui et tout, ça pouvait avoir un effet nocebo et qu'il mourrait un peu plus. Tu n'avais pas vu se passer cette étude? Alors, je pense qu'ils font mention d'une grosse étude qui avait eu lieu il y a une trentaine d'années, je crois, sur les prières d'intercession aux États-Unis. Ah, c'est peut-être ça. Et on montrait que les gens pour qui on avait prié avaient une mortalité un peu plus grande. Mais je crois que statistiquement, c'était pas archi recevable, c'était juste une moquerie un peu sceptique. D'accord. Pas très heureuse d'ailleurs. Mais... Non, c'est un peu limite, ouais. Et Claire, donc, repose... Oui, je crois que la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était à l'arrêt. Et donc, effectivement, mais c'était il y a 2 ans, parce que là, depuis 2 ans, on s'est remis sévèrement taquet sur le sujet. Vous aurez plein de surprises même. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens... Enfin, je crois qu'il y a le monde arabo-musulman, j'inclus aussi les Perses avec, de l'époque 8e siècle, 11e siècle, c'est fantastique. J'en reviens pas de ce que je découvre dans ce monde-là. Ah oui. Parce qu'il y avait un mec, un gars de l'actuel Liban qui s'appelait Kousta Iblouka. Je pense qu'on peut dire que c'est lui le père du placebo. En vrai, il a tout compris au 9e siècle. C'est sidérant. Le mec est sidérant. Et après ça, on n'a fait que patauger jusqu'à l'orée du 19e siècle. Quoi. Ça intéressera Pascal Marchand, moi je lui dirais. On a refait toute l'histoire. Excusez-moi, je tousse un peu. J'ai un fond de rhume que m'a filé, je sais pas qui.
Il Je faut le prendre, maudis, je te maudis, toi qui m'as donné ton prendre remède. une tisane de thym, c'est souverain. Et c'est placebo, ça marche bien. Et je rajoute du rhum souvent. C'est ça. Donc le thym, c'est placebo, hein, on est d'accord ou pas? Non, alors attends, le thym, j'ai pas bossé le sujet. Ah, J'avais bossé les tisanes qui font dormir, figure-toi, ok. Et et avec des étudiants de pharmacie. Et de toutes les tisanes qui font dormir, une seule a un réel effet spécifique. il y avait Toutes du, ont un effet global il y avait du brandy qui inclut le dedans. placebo et qui inclut les effets dits inexorables, l'effet du temps, tout ça. Et la seule qui a un effet réel, petit mais réel, c'est la valériane. Ah, valériane. Et les autres, leurs effets reposent sur l'eau chaude. donc, Oui, c'est ça. Ah oui, et donc, en fait, c'est ça qui est une bonne nouvelle, c'est que si tu n'as pas de tisane. tisane pour dormir, tu te fais de l'eau chaude. Ah oui, Voilà. d'accord. Non, moi, ça marche pas parce que chaque fois, je me relève pour aller aux toilettes au milieu de Ah la oui, nuit. ah oui, ah oui, il y a Donc, c'est une balance bénéfice-inconvénient selon la taille de la vessie. Ouais. oui, c'est ça. Donc, moi, ça ne marche pas. Donc, le thym, tu n'as pas travaillé. Oui, alors, j'entendais toujours que l'effet placebo, c'était 30%, mais j'ai jamais bien compris à quoi correspondait exactement ces 30%. Bullshit complet, ça vient de Henry Beecher, qui en plus s'appelle même pas Henry Beecher. Le mec, il est extraordinaire. J'ai préparé un article là-dessus, je vais essayer de le soumettre un de ces quatre, parce que c'est un personnage génial. C'est de lui d'où vient ça, c'est D'accord. 1963, je crois. Et il dit, voilà, 30%, c'est placebo, Et déjà, ça dépend des pathologies, ça dépend des contextes, ça dépend Ouais, des c'est gens. ça. Parce que j'étais là, est-ce que ça guérit 30% des maladies ou est-ce que Ah non, une bah non, parce que de toute façon, maladie, ça l'effet la placebo, guérit? il guérit pas les maladies. Ça, c'est le drame. Ah oui, c'est ça, ouais. Ah oui, C'est que ça ne cible pas, c'est pas un effet qui va les cibler une tumeur ici, une valvule par là, tu vois, ça marche pas comme ça. Oui, Par contre, le oui. drame, c'est que autant ça guérit pas, autant ça peut faire mourir ou mettre dans un très sale état. Ouais, c'est On ça. a des cas comme ça de gens qui sont Bah, Steve morts. Jobs, il est mort comme ça, non? Comme, Steve Jobs. tu penses par effet placebo? Non, par effet nocebo? Je Non, sais pas. non, mais c'est-à-dire il prenait des trucs pas efficaces, mais il pensait que Ah ça allait oui. marcher, quoi. Moi, je parle du fait que quand quelqu'un est convaincu d'un effet nocebo majeur, il peut mettre sa vie en danger. Il y a eu des cas comme ça de gens qui pensaient s'être. Il y a un cas qui est documenté, et il y a plusieurs cas qui ont été référencés, mais qui sont un peu plus vieux, donc j'ai plus de doutes. Le cas génial, c'est le type qui se. Enfin, c'est génial, c'est triste et génial en même temps. Le gars se fait une tentative de suicide et il arrive aux urgences dans un état clinique grave, vraiment grave, tu vois. Et l'équipe soignante s'affaire autour de lui, puis évidemment, ils font le parcours thérapeutique du bonhomme et ils se rendent compte qu'il est dans une étude et que les médicaments qu'il a pris, en fait, ce sont tous des placebos à base de lactose qui étaient dans le bras placebo de son expérimentation. Donc, ils lui ont mis quelques claques en lui disant mec, rassurez-vous, Ça va. ce que vous avez pris n'était que des. Fais pas genre. Et le mec, il s'est relevé, tu vois, tout penaud. Dans un bouquin d'Albert Moukébert, là, il y a le cas du mec qui se prend une énorme blessure, je sais pas où, puis qui s'en rend pas compte, puis il continue à vivre jusqu'à ce qu'on lui dise ah mais t'as un énorme truc dans la jambe, je sais pas quoi. Et à contrario, t'as le type qui croit qu'il s'est rentré un clou à travers tout le pied et qui souffre atrocement, enfin c'est abominable et tout. Puis quand on lui enlève sa chaussure, on voit que c'est passé entre les orteils, en fait, il a rien eu, tu vois. Et on est tous comme ça, si tu veux. Là, en ce moment, si vous voulez vraiment du pointu, on est en train de faire, enfin on est en train, c'est pas moi, hein, je suis pas assez intelligent pour ça, mais il y a des gens très brillants qui font ça. Ils sont en train de construire une lecture bayésienne de comment marche le placebo. En fait, il y a une espèce de, c'est comment tu réagis, comment ton corps va réagir, sachant qu'il a déjà vécu des expériences ou dans telle ou telle situation, il a déjà eu des bénéfices, ou alors il a déjà vu des gens avoir des bénéfices de telle ou telle situation. Merci Hélène 44, mais Hélène 42, pardon. Ah oui, salut Hélène. Ah mais je crois que je la connais. C'est vrai? Mais oui. Si c'est Hélène, Hélène que j'ai connue à l'école douteuse de cet été, organisée par le Cortex. Si la réponse est oui, tape une fois. Mais elle est peut-être partie déjà. Je crois que c'est Hélène. Je pense que c'est elle. Je crois, ouais, c'est pas sûr. Mais... Oui, Jobs avait un cancer du camp pancréas qui est le pire, donc peut-être il serait mort quand même. C'est possible, ouais, effectivement. Bah ouais. J'ai là... des proches qui sont morts de ce cancer-là. Je vais me surveiller pour essayer d'anticiper éventuellement un petit peu. Mais pas trop, parce que c'est que si on anticipe trop, on peut créer des faux
Ah oui, des faux positifs? Des faux positifs. Enfin, c'est compliqué ces histoires de prévention, hein. C'est très compliqué. Ah ouais, ouais. Bref, Ouais. je sais plus ce que je racontais sur les effets nocebo. Alors, on peut mourir de ça. On peut se mettre vraiment en danger. C'est connu depuis longtemps, les anthropologues. Je pense à Cannon travaillait sur ce qu'on appelle les morts vaudous. Quand Ah oui. quelqu'un pense qu'il a été envoûté, franchement, je donne pas cher de sa santé. Parce que Ah oui. s'il donne du tellement. crédit à ça, vraiment, tout peut décliner. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que nos maladies, moi je disais que c'était bayésien, et que, en fait, ça veut dire qu'il y a toute une part de notre représentation de ce qu'on vit qui est très subjectif, donc modulable. Donc on peut le dompter. Je pense que ça va être la médecine du 21e siècle. Ça va être arrêter ce sacro-saint clivage tout pourri entre le cerveau et le reste du corps. Le cerveau, c'est Ouais. un organe qui baigne Ouais. dans un organisme. L'organisme renvoie des informations Mm. sans arrêt. Notre cerveau les module. Et tant mieux, on peut arriver à moduler nos appréciations des souffrances. C'est quand même génial, quoi. Ah oui, c'est impressionnant, ouais. Ça fait un peu comment zut, le nom m'échappe là, dans Tintin, là, tu sais, les mecs qui vont, ils s'assoient sur des clous. Les fakirs. Les fakirs, voilà. Bah après, selon le nombre de clous, ça fait pas mal. Hein. J'en ai déjà fait des planches à clous. Ah oui, c'est ça. Si t'as qu'un clou, ça fait mal. tu meurs avec un gros pins en bois. C'est ça. Oui, oui, tu as fait des expériences comme ça, c'est vrai. Marika écrit la riz chartreuse. Ah oui, bah c'est la recette de la riz chartreuse est en ligne, chers amis, si ça vous intéresse. Et j'ai Ah, plus de plantes que. Il y a plus de plantes. C'est sur mon site, monvoisin.xyz, j'ai mis ça quelque part. Et il y a à peu près 130 plantes par an. Au gré de mes footings, je les ramène. ah oui, J'ai oh, plus de super. plantes que les chartreux. Ils ont menti, les chartreux, j'en suis sûr. Mais Et je crois que j'ai percé la recette secrète. du vert. Ah oui, Ouais, le vert, le côté la vert. couleur, ouais. Ouais. Je vous le dis ou je vous le dis pas? Vas-y, je sais pas, vas-y. Je suis presque certain. Alors, ils ont choisi je suis prêt à parier, parce que c'est ce qui semble marcher quand je le fais moi, qu'ils utilisent un truc qui n'a pas de goût, genre une laitue ou des épinards bien, Ouais. bien verts, dont ils extraient la chlorophylle. Ah, Ils font une décoction, et ils extraient la chlorophylle et ils mettent ça dans le mélange, quoi. ah oui, c'est de Voilà. la triche, comme pour les chewing-gums, alors. Et la mienne, elle guérit tout. Tout. C'est vrai. Elle est à Ouais. combien de degrés aussi? Ça dépend si j'arrive à me faire. Je sais pas si c'est légal de dire ça. Ça dépend si j'arrive à me faire livrer des trucs d'Italie chargés ou pas. Ah, Tu vois, des vieilles grappas ou des trucs qui oh, titrent à bah 60, ouais, là, c'est bien. c'est légal, Sinon, en ça. général, je vais jeter à 45 là. Et elle est laïque, 100% laïque. Ça, c'est le plus important. Non, c'est pas grave, hein. On a dit que c'était pas grave, on avait le droit. Mais tu nous en apportes à Toulouse ou à Avignon. On a dit qu'on faisait un couscous à Avignon. Faut faire vite parce que tout le monde m'en siffle et j'en ai plus beaucoup. C'est le 6e prototype là. Ah oui, puis 130 Les ingrédients plantes, et en sont plus, pas c'est censés des être plantes. indiqués, non, ils sont censés être gardés farouchement par des moines qui ont divisé entre eux la recette pour que tout le monde, qu'un seul ne la possède pas en entier. À mon avis, ça fait partie de la légende. En plus, il y a des plantes qu'ils utilisent, j'en suis sûr, qui viennent au moins du bassin parisien. Donc, c'est pas c'est que les des chartreux de plantes. chez moi, là, ils menterie. C'est Je pas les que des suspecte plantes de d'avoir la menti. Chartreuse, du massif. La mienne, c'est la vraie. Ah oui, toi, c'est que des plantes locales. C'est que du local. Du local. Bon, très bien. Écoute, ça fait un moment qu'on discute. Donc, on peut continuer un peu, mais c'est... Ah, bah attends, il y a des gens dans le chat qui sont... Alors, Fluff01, il pense qu'il faudrait augmenter les dépenses de santé. J'ai vu ça. Qu'est-ce qu'il nous disait? Je veux dire qu'on va enfin donner des moyens à notre système de santé. Je sais pas ce qui lui a fait croire ça. C'est mal barré ces dernières années. Bah oui, là, ils viennent d'augmenter les franchises médicales, de les doubler. Et je veux dire, légalement, il y a peut-être une exception par rapport à d'autres produits. Ah, ouais. Ah oui, est-ce qu'on n'est pas obligé d'indiquer tous les ingrédients pour les allergies? Ouais. Pour la riz chartreuse? Pour la chartreuse, je pense qu'il parle. Ouais. C'est secret, tu vois. Richard Creuse. Ah, c'est une colle. C'est vrai que la loi peut-être. Alors, dans les spiritueux, vous êtes sûr que la loi s'applique comme ça? C'est quand même pas mal de gens qui gardent des secrets. Je me rappelle de la Becherovka tchèque ou des trucs comme ça. Je pense qu'il doit y avoir un passe-droit spiritueux pour pas révéler le. Oui, mais pour les curés, il y a des passe-droits. Même pour le coca, je me rappelle qu'il y avait des. Oui, c'est vrai. Bref. Et sur les dépenses de santé, là, vous mettez le doigt sur le nœud du problème. Hein. Ouais.
plutôt que de s'en prendre aux gens qui vont se tourner vers des thérapies alternatives plus ou moins illusoires, à fort effet placebo certes, mais à efficacité spécifique basse, voire nulle, je pense qu'il faudrait plutôt s'en prendre à nos politiques de santé, quoi. C'est ça. Parce que si le maillage était fait, si les moyens étaient mis pour que les interactions personnelles avec chaque malade, chaque patient qui vient soient douces, attentives, patientes, il n'y aurait pas besoin d'aller chercher ces effets de contexte ailleurs. C'est ça. Donc, je pense que le problème est éminemment politique. Et on avait fait un bouquin avec Pinceau sur la sécurité sociale. L'histoire, elle est géniale parce que l'histoire de la Sécu, c'est une création géniale qui, dès le début, a commencé à être sabotée et elle continue d'être sabotée. Ouais. Je pense qu'on n'a pas fait une meilleure invention depuis le feu, Ah oui, qu'une c'est vrai. une sécurité sociale collective comme ça, Ouais. et on la regarde se laisser saboter sous nos yeux. Ça me rend ouf. C'est vrai que tu avais fait un livre sur la Sécu, toi, non? Ouais, ça s'appelle La Sécu, les vautours et moi. Ok. Et il est Et on a dispo raconté. Au encore? début, c'était une brochure pour les étudiants, Ouais. parce qu'on voyait qu'ils ne soignaient pas, qu'ils ne comprenaient rien. Alors, c'est quoi la différence entre une mutuelle et une assurance? C'est quoi les caisses primaires? C'est quoi? Et on s'est dit, bah tiens, racontons un petit peu. Puis en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que de dossier en dossier, nous-mêmes, on découvrait des trucs, quoi. Et Ouais. l'histoire, c'est le Far West. C'est le Far West, cette histoire. Mm. Comment les forces les plus conservatrices de notre pays ou libérales ont tout fait pour essayer de saboter ce machin. Ah ouais, bah oui, comme tu disais, ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini le travail. Ils n'ont pas fini le travail. On arrive à se débattre encore un petit peu, mais Ouais. Ça devient compliqué. Moi, j'ai une question un peu connexe sur l'ostéopathie parce que à un moment, quand j'ai versé beaucoup dans le scepticisme, je me suis dit c'est totalement bullshit. Après, j'ai rencontré quelqu'un au Rasoir Doc qui était un sceptique et en même temps ostéopathe qui m'a dit non, il y a des trucs, machin. Je dis ah bon, bizarre. Et en même temps, il y a eu il y a eu quelqu'un dans le milieu sceptique que tout le monde reconnaîtra qui a fait une grosse vague de critiques acerbes de l'ostéopathie. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses étonnantes dans ce qu'il disait. de qui tu parles? Je ne sais pas qui c'est. Odek, je ne sais pas si tu connais. C'est Ah un ouais, gars sur la- je le connais pas perso du tout. J'ai dû lire des Moi, trucs. je l'ai rencontré, il est sympathique, mais Ouais, il a des critiques très virulentes, on va dire. Voilà. ok. Et Donc tu veux un petit topo rapidos? ouais, parce que j'ai vu une conférence récemment sur le rasoir doc, sur l'ostéopathie, et je suis resté un peu... voilà, il disait, oui, il y a des études qui montrent que ça marche dans certains cas. Et en même temps, il disait, et sinon, ça, c'est du bullshit, ça, c'est du bullshit. Donc, je restais un peu perplexe. Voilà. Donc je suis pas là pour faire plaisir ni pour vous faire de la peine, hein, donc j'espère que ça va pas être trop Moi, étal. je m'en fiche. En plus, je voudrais juste savoir où on L'essentiel de en mon est. travail sur ce sujet, c'est arrêté en 2018. Donc, je ne suis pas à l'abri que des nouvelles choses soient sorties. Mais vu tout ce qu'on a travaillé, je serais surpris que ce qu'on a conclu à l'époque soit différent maintenant. En gros, l'ostéopathie, ça dépend quelle critique on veut lui faire. Si on se pose la question, est-ce que la théorie elle a du sens? Très franchement, elle en a aucun. C'est pas une vue de l'esprit, c'est le fruit d'une illumination du fondateur allongé sur une corde à une date précise. Le mec il le raconte, j'ai lu ses œuvres. C'est des thérapies, moi je les appelle des thérapies épiphaniques qui se révèlent comme ça dans un halo, comme beaucoup de thérapies manuelles d'ailleurs de la fin du 19e, début 20e. Soit c'est des adventistes du 7e jour, soit c'est des piétistes, soit c'est des gens très religieux, quoi, à qui Dieu révèle la thérapie. Donc sur le contenu épistémologique, c'est vraiment bullshit. Sur la partie formelle du soin, on a passé beaucoup de temps avec notamment Albin Guillot à travailler sur l'ostéopathie crânio-sacrée. On a fait une publi dans PLOS ONE sur ça en 2016, si je me rappelle bien. L'ostéopathie crânio-sacrée, le socle, c'est soi-disant le mouvement respiratoire primaire du crâne. Et ce mouvement respiratoire primaire du crâne, personne ne l'a jamais trouvé. Et il ressemble comme deux gouttes d'eau à des sensations de type idéomotrice, des trucs qu'on se persuade de sentir alors qu'il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser que ce mouvement respiratoire primaire existe. Donc, la technique, elle a du mal à se défendre, si tu veux. L'ostéopathie viscérale, pareil, il y a toute une gamme de critiques qu'on a listées. Et l'ostéopathie plus globale, quand on regarde un peu ce qu'il y a dedans, on se rend compte que les trucs qui peuvent marcher en ostéopathie, bah, c'est les techniques de kinésithérapie.
La kinésithérapie, elle a ce défaut majeur qu'elle n'a pas de théorie. Ouais. C'est une simili-discipline. Elle n'a pas de corps théorique qui la tienne. Tu vois, elle n'a pas D'accord. C'est purement fondement. empirique. C'est un agglomérat de techniques. D'accord. Et en plus, c'est un agglomérat de techniques qui ne se prête pas facilement à l'investigation contre placebo. Tu peux difficilement faire des tests contre placebo, puisque, tu vois, quand tu fais une mobilisation d'un membre, comment tu fais pour faire croire à la moitié de la cohorte qu'ils ont une mobilisation alors que ce n'est pas le cas? Ouais. C'est chaud, donc il y a pas mal de choses qui sont du doigt mouillé aussi. D'accord. Mais ce n'est pas la même critique que l'ostéopathie. Donc moi, sachant qu'en plus, c'est un modèle, c'est basé sur un modèle économique libéral, l'ostéopathie, alors que la kiné, ça fait partie du modèle sécurité sociale. Ouais. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à se tourner vers de l'ostéopathie. Après, ça n'exclut pas qu'on tombe sur un ostéopathe ou une ostéopathe sympa, mais si on veut se garantir un maximum de médecine basée sur l'épreuve, je pense qu'il faut pas aller là. Après, il y a des gens qui se présentent comme kiné ostéo. Nous, on les appelle les centaures de la santé. On avait fait un texte là-dessus. Donc, évidemment, les gens s'y perdent. À ne pas confondre avec la kinésiologie et la kinésithérapie. La kinésiologie, là, c'est le néant scientifique. Ah oui, comme les fascias, les trucs comme ça. Fasciathérapie, méthode Danny Bois, un des rares qui m'est menacé de procès. Qui est menacé de procès, mon étudiante d'ailleurs. Ah oui. Puis après, il s'est arrêté. Danny Bois. Il est en Espagne. Je ne sais pas s'il a encore en vie, Danny Bois. D'accord, ok. Je lui souhaite, mais il était fâché qu'on rende un rapport formel sur sa technique, quoi. Voilà. Nombre de personnes se tournent vers les thérapies alternatives suite à la difficulté de trouver un médecin, manque de considération tant accordé, violence médicale, c'est vrai, ou institutionnelle, manque de confiance envers le corps médical. C'est exactement ça. Ouais, j'étais au procès de l'anesthésiste Péchier il y a quelques semaines. Ma grand-mère fait partie des victimes empoisonnées. Waouh. Les effets sont désastreux. Beaucoup de victimes sont traumatisées et ne peuvent plus entrer dans un hôpital. Ah ouais, affreux ce truc, cette histoire. Ouais. Ah ouais, dis donc. De toute façon, chaque scandale sanitaire, chaque histoire sordide comme ça, crée des quintaux de gens qui vont se détourner du sérail de la médecine dite scientifique. J'en veux plus aux mensonges de Servier que... J'en veux presque... Ouais, franchement, kiff entre les mensonges de Servier et les mensonges de Boiron. Oui, Servier, parce qu'il détourne les gens de la confiance, et Boiron, parce qu'ils racontent leur narration en carton, et ils le savent très bien. Oui, ça me fait penser à l'histoire du chlordécone aux Antilles, où ils ont tous été empoisonnés par les pesticides pour les bananes. Et du coup, ça a généré une grande méfiance par rapport à toutes les technologies comme ça qui venaient de la métropole ou de l'Hexagone. Du coup, ils sont un peu tous anti-vaccins. Enfin, il y en a beaucoup. Et ils refusent un peu... voilà, j'avais entendu ça et que c'était lié, en fait... voilà, et ça se comprend en fait. Tu te dis, bon, ils nous envoient. Et c'est pour ça que ça rejoint un peu le point qu'on discutait au début. On ne peut pas désyncrétiser ces phénomènes. Ce n'est pas un individu qui d'un seul coup va se tourner vers une thérapie alternative parce que ça le chante, quoi. C'est dans un contexte général, quoi. Et le contexte est à la défiance. Et à mon avis, alors je ne sais pas si ça c'est anarchiste ou marxiste ou j'en sais rien, mais je pense que si le salut pourrait venir de déclarer la santé comme un bien public à l'échelle mondiale et qu'on n'aurait pas le droit de faire bénéfice dessus. On réquisitionne toutes les pharmacies, toutes les industries pharmaceutiques, tu vois. Ah oui, moi j'étais aussi bien pour nationaliser tous les labos, c'est clair. Bah ouais. Enfin, au moins les collectiviser, je sais pas. Ouais, mais quand on y pense, c'est scandaleux, quoi, que des gens fassent commerce. Tu vois, je trouve ça invraisemblable. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme, c'est vrai que c'est comme le fait de manger des animaux, c'est-à-dire des trucs tellement qu'on en fait depuis tellement longtemps que les remettre en cause, ça paraît scandaleux, alors que si tu y réfléchis, ça tombe sous le sens, quoi. Voilà. Tout à fait. Bon. JB, Eureka, tu veux parler de ton Eureka rapidos ? Non. En plus, là, j'ai pas dessiné parce que, voilà, du coup, ça... oui, non, les gens savent, je fais une BD qui s'appelle Épistémé Azimut. En ce moment, c'est le tome 2 de Eureka. Épistémé, non, mais ils le savent. Vous pouvez trouver ça sur mon site internet. Sinon, vous pouvez l'acheter sur mon site internet. Vous pouvez, j'ai une page Tipeee, et puis sinon, vous pouvez vous abonner à la chaîne, voilà. Mais c'est vrai que cette chaîne, je l'ai faite à la base pour promouvoir ma BD Épistémé, tome 1 Eureka, l'histoire des sciences à l'époque dans l'Antiquité, tome 2 Azimut, l'histoire des sciences à l'époque médiévale, voilà. Donc celle-là, elle n'est pas encore sortie, mais s'abonner à la chaîne, ça me soutient, voilà.
Et c'est pas un vain mot de te soutenir parce que ça veut dire que tu ne te retrouves pas à la merci d'une maison d'édition qui pourrait être volatile, quoi. C'est Si un ça. jour il se passait quelque chose. Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu chaud avec les éditeurs, là. En plus, j'ai d'autres soucis qui font que c'est compliqué. Donc, tout soutien est vraiment bienvenu. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Richard pour tout Mais ce je t'en prie. temps passé, c'était un vrai plaisir. Alors Bah, ouais, pour moi d'habitude le principe je dessine, mais là on a eu, bon, du coup on a fait comme ça, mais c'était très bien, comme ça j'étais peut-être plus disponible pour te poser des questions. Normalement je le suis aussi quand je dessine, mais voilà. Donc j'ai... Salut Pêche au canard, salut, j'adore les blazes, j'adore moi. Oui, c'est Salut rigolo. Lola Springwater, Claire Druez, Et Flof Flo, 01. Flof 01, Flo Flo, hein. Flo 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 Flo. 01. Flof, On dit ah Flof j'arrive même pas à le dire. Je sais pas si on dit Flof ou Flo Flo. Et merci, Bleu Nuit. Et on va vous souhaiter à tous et à toutes une excellente soirée. Et bougez pas, je vous fais un raid à quelqu'un pendant le générique. Voilà, je lance le générique et je vous envoie chez quelqu'un. On dit Allez, un raid. ouais, on va faire un raid. C'est-à-dire, on envoie tout le monde sur une autre chaîne qui est en train de streamer. Qui N'oubliez voit pas Twitch, c'est arriver- Amazon, hein. Ils pompent vos données quand même, hein. Ah oui, oui, ah, ça c'est clair, c'est sûr. Ça, Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? qui? Moi? Ah, il y a quelqu'un qui veut te dire au revoir sur le chat. Voilà. C'est vrai? Oui, oui. Ça... Attends, alors pendant ce temps, je vais chercher chez qui je vais raider, moi. Hop! C'est-à-dire un raid, oui. Oui, alors donc, effectivement, c'est Jeff Bezos. Si vous voulez revoir ce truc sans passer par personne, donc j'ai un replay sur YouTube, mais aussi je le mets sur Skepticon. Donc, Mais il y a une oui. chaîne PeerTube, une plateforme PeerTube de vidéos d'esprit critique. Et là, c'est open source, c'est libre, c'est tout comme il faut bien. Voilà. Et voilà. Flo de Skepticon. Ok, Fluff One, T'as vu, on en a parlé de Skepticon, c'est cool. Ouais, c'est très bien. Allez, bah, Marika, merci à salut. tous et bonne soirée. Salut, Ciao. salut. Et je vous envoie en raid, hein. Partez pas tout de suite.